Bienvenue à notre avant-goût de la section Est de l'Association américaine. Oui, les cadres d'entraînement de la NFL, la saison régulière, ça s'en vient à grands pas, là. Alors, on a décidé de mettre la table à toutes les semaines. On va y aller d'un deuxième épisode au cours de la semaine, un avant-goût d'une des divisions de la NFL. Cette semaine, c'est la section Est de l'Association américaine, jadis complètement dominé par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Tom Brady et Bill Belichick. Mais les choses ont changé. C'est maintenant les Bills qui sont l'équipe à battre au sein de cette division. Yes, l'hégémonie des Bills, Didier, est-ce qu'ils vont être en mesure de viser un 6e titre consécutif? Revenons en arrière, replongeons-nous en 2024 pour commencer, Didier. Voyons le classement de la saison dernière alors que les Bills ont terminé au premier rang avec une fiche de 13-4. Les Dolphins de Miami ont terminé au deuxième rang avec une fiche de 8 victoires, 9 défaites. Les Jets ensuite en troisième à 5-12 et les pauvres Patriots à 4-13. Didier, même à commencer par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. On a fait beaucoup de changements durant la saison morte là, du côté des Patriots, Didier. À commencer par l'entraîneur-chef Mike Vrabel. On avait également beaucoup d'argent à dépenser sur le marché des joueurs autonomes. On a fait plusieurs acquisitions, plusieurs changements. Mais à tout seigneur, tout honneur, un changement au poste d'entraîneur-chef. On a limogé l'entraîneur-chef, l'ancien, John son nom Mayo. m'échappe déjà, Aaron Mayo, exactement, Didier, pour faire la place à Mike Vrabel, un autre ancien des Patriots. Oui, puis un entraîneur, un ancien des Patriots qui a de l'expérience à titre d'entraîneur-chef. Gerald Mayo, c'était sa première année, c'était un entraîneur recru, ça n'a pas bien été. Je ne sais pas à quoi on s'attendait du côté des Patriots. Je crois que tout le monde savait que les Patriots allaient être une des pires formations de la NFL. On l'a congédié quand même après seulement 4 victoires, remplacé par Mike Vrabel. Mais c'est ça, Vrabel, écoute, avec les Titans du Tennessee, il avait mené les Titans à la finale de l'association américaine. On avait perdu contre les Chiefs de Kansas City là, lors de la première conquête du Super Bowl des Chiefs de Kansas City. Il est aimé à Foxborough, bien sûr, on se souviendra de lui en tant que joueur durant la dynastie des Patriots. Il était un excellent secondeur de ligne, même on l'utilisait à la position d'ailier rapproché des fois près de la zone des buts. Mais tout ça pour dire que Mike Vrabel, pour moi, c'est un des meilleurs entraîneurs-chefs de la NFL. Alors moi, je m'attends à ce que les Patriots seront une équipe améliorée à la saison prochaine en raison de la présence de Mike Vrabel. Justement, on a une question de William Gonzalez à cet effet qui nous demande, avec l'arrivée de Mike Vrabel, justement, est-ce que les Pats auront une meilleure saison depuis le départ de Tom Brady? La barre est quand même haute parce qu'il y a une Ouais, hein? saison qu'on oublie. La saison recrue de Mike Jones. On avait gagné 10 matchs du côté des Patriots et on avait participé aux éliminatoires même. Donc ça, on l'a oublié, mais Mike Jones, il avait eu un beau début de carrière. Alors là, ça veut dire pour avoir la meilleure saison depuis le départ de Tom Brady, on va devoir gagner au moins 11 matchs du côté des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Là, ça, je suis pas certain qu'on va gagner 11 matchs du côté des hommes de Mike Vrabel. Mais écoute, merci à William, oui, pour la question qu'il a envoyée. J'ai oublié de le remercier. Mais c'est ça. Je crois que les Patriots, il n'y a aucun doute. Ils vont être améliorés comparativement à l'année dernière. On avait gagné seulement 4 matchs, Marc-André. Oui, on va être amélioré du côté des Patriots, mais est-ce qu'on va gagner 11 matchs toutefois? Ça, j'en doute. Moi, ce qui me saute aux yeux avec l'arrivée de Mike Vrabel, c'est qu'on reprochait souvent à Jerome Mayo de ne pas être. La préparation était inadéquate pour les matchs. On était souvent pris au dépourvu. On manquait un peu, peut-être un peu de sérieux, là, un peu de maturité au niveau de Jerome Mayo, au niveau de la préparation. Je pense qu'avec un gars, on revient à la base, un gars avec Mike Vrabel, c'est un gars qui est extrêmement bien préparé. C'est un gars un peu col bleu là, aussi, là, qui va demander vont demander beaucoup de ses joueurs, mais souvent, il va assurément essayer de tirer le meilleur de ses joueurs. Puis je pense que ça peut être bénéfique pour une formation comme les Pats, qui demeure quand même. On a fait beaucoup de changements, et on est quand même assez jeune. Là. Oui, tu l'as dit tout à l'heure, on a déboursé de l'argent au niveau du marché des joueurs autonomes. Les joueurs en défense, on est allé chercher le plaqueur Milton Williams, ancien des Eagles de Philadelphie, On lui a Vrabel. donné beaucoup J'imagine qu'il a d'argent.
Ouais, beaucoup d'argent. Ben, il y avait d'argent à donner. Hein. Les Patriots, premièrement, ils Ouais. avaient beaucoup de place sous le plafond salarial. Et en plus de ça, le plafond salarial a augmenté de 30 millions de dollars. Alors oui, on avait des sous à dépenser. Harold Landry, un ancien joueur sous Vrabel à Ouais. l'époque avec les Titans du Tennessee, chasseur de quart, qui se 12 joint sacs du aux corps en Patriots. 2021 à Laurel Landry, 12 sacs du corps avec Mike Vrabel en 2021, 10,5 en 2022. Il va pouvoir retrouver la forme avec son ancien entraîneur-chef, ça reste à voir. Ouais, parce que là, il commence à être vieillissant, Harold Landry, ça c'est certain. Demi-coin, Carlton Davis. Donc, on a dépensé beaucoup de sous du côté de la défense, mais les Patriots se sont fait avoir avec l'augmentation du plafond salarial, hein, parce que eux, ils croyaient avoir beaucoup plus d'argent à dépenser que toutes les autres équipes. Mais là, finalement, tout le monde a eu de l'argent à dépenser avec l'augmentation de 30 millions de dollars. Ça, c'est une des raisons pourquoi la cuvée de joueurs autonomes n'était pas très relevée là, au sein de la NFL en Mhm. général. Mais quand même, on est allé chercher du renfort au niveau de la ligne à l'attaque avec le vétéran bloqueur Morgan Moses et Stephen Diggs, Marc-André. Stephen Diggs, par contre, je ne sais pas qu'est-ce qui lui reste dans le réservoir à l'ancien receveur étoile des Bills de Buffalo. Ouf, ça c'est une bonne question, Didier, mais tu portes à croire, honnêtement, il a subi une grave blessure l'année dernière lors de la semaine numéro 8, si ma mémoire est bonne. J'ai bien hâte de voir. On Ouais, dit, déchirer son ACL. là, ouais, 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 bon, il y a eu la controverse du bateau durant, durant le mois de mai, mais on a dit que lors des minicamps, il était présent et il a l'air vraiment pas complètement remis, mais on dit qu'il est assez agile là, sur le terrain. J'ai hâte de voir ce que ça va donner lors des vrais minicamps au mois d'août, mais oui, je pense que Stéphane Diggs, c'est une bonne addition là, pour Drake May, qui a absolument besoin d'un vétéran. On s'est rendu compte, Didier, à la position de receveur du côté des Patriots. On a tenté des choses de repêchage l'année passée avec Jalen Polk. Je ne suis même pas convaincu que Polk va faire l'équipe cette saison. On a donc, il fallait une présence vraiment d'un vétéran pour aider Drake May. On a repêché Carl Williams également. Je pense que Stéphane Diggs, je pense pas qu'il est un receveur étoile désormais en 2025, mais je pense qu'il peut amener quelque chose assurément à l'attaque des Patriots. Ouais, moi je suis sceptique, ça reste à voir, tu sais, parce que il a déchiré un petit ligament croisé antérieur l'année dernière. Il est âgé dans la trentaine maintenant. Puis même, souviens-toi, il y a 2 ans, là, avec les Bills, il semblait être en perte de vitesse, sérieusement, en deuxième moitié de saison. Stephen Diggs. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. Parce que oui, comme tu dis, les Patriots étaient à la recherche de vétérans receveurs, de receveurs qui a le potentiel d'être la cible numéro un de Drake May afin de lui donner un coup de main. Mais il y avait plusieurs autres receveurs. Tu sais, Diggs, c'est comme si c'était le plan C ou le plan D là, du côté des Patriots. On avait essayé de faire l'acquisition d'autres joueurs. Souviens-toi, même il y avait même des rumeurs qui envoyaient peut-être Brandon Ayuk à la Nouvelle-Angleterre. J'ai oublié quel autre receveur. Là. Il y avait des rumeurs comme quoi les Patriots Chris étaient intéressés. Godwin. Ouais, Chris Godwin, bon, puis là, finalement, ça n'a pas fonctionné. Alors, on s'est rabattu sur Stephen Diggs. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas certain qu'il reste beaucoup d'essence dans le réservoir du vétéran receveur. Je pense que la chose primordiale du côté des Patriots, c'est en attaque. Est-ce qu'on en a fait assez pour protéger Drake May cette saison avec la ligne à l'attaque? C'était vraiment ça le point névralgique. La saison dernière, Drake May a subi 34 sacs du corps l'année dernière, puis on s'entend que son temps de jeu était limité. On a obtenu 12 joueurs différents l'année dernière sur la ligne à l'attaque du côté des Patriots. Et j'ai envie Ouf. de te lancer également sur la question là, de Scott Tessier qui rapporte justement à Drake May. Merci Scott pour ta question via Instagram. Ça dit réalistiquement, à quoi pouvons-nous s'attendre des Patriots et de Drake May en particulier? Je pense que Drake May, ça passe ou ça casse pour moi cette saison. Est-ce qu'il est un quart de concession? C'est vraiment cette saison qu'on va le savoir. On a tenté de l'améliorer, on a fait des ajouts, comme tu as parlé de Morgan Moses tout à l'heure. On a repêché Will Campbell également via le repêchage. On a vraiment là, on a essayé de renforcer cette ligne à l'attaque-là qui était vraiment médiocre. Et là, c'est à Drake May de livrer la marchandise comme il est un choix un deuxième choix au repêchage.
Ouais, écoute, moi j'ai confiance en Drake May parce que il a les atouts physiques. Tu sais, il est grand, il est gros, il peut ajouter encore du poids à sa charpente. J'ai hâte de voir sa condition physique lorsqu'il va arriver au camp d'entraînement. Il est mobile, il possède un bon bras. On dit de lui qu'il a toute une éthique de travail. Bref, il n'y a pas grand-chose à ne pas aimer de la part de Drake May. On a vu des bons moments de sa part durant l'année dernière alors qu'il était vraiment pas bien entouré. Mais la priorité se devait d'améliorer notre ligne à l'attaque. Puis là, bon, tu as mentionné la mise sous contrat de Morgan Moses. Lui aussi, c'en a un autre personnellement. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui reste dans son réservoir d'essence, là, toutefois. Ça fait longtemps qu'il est là. L'année dernière, il était avec les Jets, seulement une saison, puis ça n'avait pas été une grande saison de sa part à New York. Mais on a repêché Will Campbell, le bloqueur à gauche de LSU. Alors, on va voir si Campbell pourra faire la transition du football universitaire à l'NFL. Souviens-toi, dans le cadre du repêchage, avant le repêchage, il y avait beaucoup de controverses l'entourant, c'est pas de sa faute, mais on parlait, bon, de la longueur de ses bras. Est-ce que ses bras vont être assez longs pour jouer à la position de bloqueur à gauche? Bien sûr, on va surveiller ça, mais on a fait un effort parce que, comme tu as mentionné, il s'est fait tabasser l'année dernière, Drake May. Et pas juste ça, même, il avait raté un départ en raison d'une commotion cérébrale. Donc, c'est pas quelque chose qu'on veut là, qui devienne récurrent, là, certainement pas du côté de l'organisation des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Alors, est-ce qu'on l'a suffisamment bien entouré? Il y a encore une certaine déficience en termes de talent. Là, je parle à la position de receveur de passe du côté des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, mais au moins on a adressé la ligne à l'attaque. On devait vraiment faire ça du côté des Patriots, mais il ne peut pas se faire tabasser comme il s'est fait frapper l'année dernière. Là. Sinon, il va avoir une courte carrière. Mais moi, j'adore Drake May. Il a tous les atouts recherchés à la position. Puis il y a un joueur qui va peut-être devenir son meilleur ami, là. C'est le choix de deuxième ronde, le demi à l'attaque, Trayvon Anderson, l'ancien Buckeye d'Ohio State, qu'on a repêché. C'est un joueur que j'adore. Gilles, souviens-toi, avant le repêchage de la NFL, Gilles Lézy également, il aimait beaucoup Trayvon Anderson. Il est rapide, il est explosif. C'est un excellent receveur en sortant du champ arrière. On peut même le déployer, l'envoyer à la position de demi-inséré. Mais la chose qui fait possiblement le mieux, c'est au niveau de la protection. OK, régulièrement, là, écoute, là, il y allait de blocs percutants contre les secondaires de ligne qui s'amenaient sur des blitz. Tu vois qu'il aime ça bloquer. Il aime ça bloquer. Puis les porteurs de ballon sont la dernière ligne de défense envers notre carrière. Souviens-toi des Alouettes, une des raisons pourquoi on a libéré William Fletcher. Il n'était pas un bon bloqueur. C'est important, tu dois être en mesure de bien protéger ton carrière, ton jeune quart comme Drake May. Alors, Trayvon Anderson va avoir un rôle à jouer, il n'y a aucun doute là-dessus au sein de l'attaque des Alouettes, l'attaque des Patriots de l'Angleterre, mais pas juste comme porteur de ballon, pas juste comme receveur en sortant de champ arrière. Au niveau de la protection, il était le meilleur porteur de ballon de tout le repêchage. Alors oui, on a amélioré le talent autour de Drake May. C'est pas au niveau où ça a besoin d'être, mais c'est nettement supérieur au niveau du talent qu'on avait du côté de l'attaque de la Nouvelle-Angleterre la saison dernière. Mais Didier, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'Anderson est prêt à mourir pour protéger Drake May comme Will Campbell l'a dit au repêchage? C'est ça la vraie question. Ouais. Ouais, Will Campbell, c'est ça qu'il a dit. Hein, il était prêt à mourir pour protéger Drake. Mais je sais pas, est-ce qu'on a posé la question? Est-ce que la question a été posée à Trayvon Anderson? Ouais, j'avoue, c'est une bonne question. Qui sait? Ben, de la façon dont il bloquait à Ohio State, je pense que oui. C'est vraiment un bloqueur acharné. Une question d'Olivier Ponton-Lapointe sur Facebook qui nous a été envoyée. Il y a plusieurs sous-questions dans sa question. Il nous dit tout d'abord « Salut Didier et Marc-André. J'aimerais vous féliciter pour votre podcast qui est toujours aussi excellent. Merci beaucoup. Croyez-vous que les Pats vont connaître une bonne saison avec tous les mouvements de la saison morte, entraîneur d'expérience, repêchage et joueurs autonomes et un calendrier favorable? Est-ce que ça va être suffisant? Et aussi, par ailleurs, voyez-vous les Pats redevenir une équipe gagnante dans les prochaines années? » Il nous remercie par la suite. Merci, Olivier, pour ta question. Alors, Didier, il y a beaucoup d'éléments dans cette question-là, mais tout d'abord, est-ce que tu crois que les Pats vont connaître une bonne saison et est-ce qu'ils vont redevenir l'équipe, on allait dire mythique, là, mais l'équipe qui a connu tant de succès là, au cours des années 2000? Ouais, bon, on va jamais revoir ça, hein. La dynastie des Patriots durant les années 2000, autant de succès. Je pense pas qu'on va revoir ça, parce que c'est
possiblement la plus grande dynastie. Ben, pas possiblement, c'est la plus grande dynastie de l'histoire de la NFL. Donc, de répéter ça, la barre est très haute. Là. Donc, non, ça va pas arriver, mais est-ce que les Patriots peuvent redevenir une équipe gagnante, là, participer aux éliminatoires de façon régulière? Oui, absolument, je crois que oui. En raison de la présence de Mike Vrabel. Parce que Vrabel, il y a une chose qu'il a démontré, qu'il était capable là, de mener son équipe à une participation en éliminatoire lorsqu'il était avec les Titans du Tennessee, même lors de saisons où les Titans n'avaient pas nécessairement des équipes qui regorgeaient là, de talent. Là. Oui, on avait Derrick Henry, bien sûr, mais quand même, il a démontré qu'il peut gagner des matchs sans miser là, sur une grande équipe. Alors, les Patriots, pour moi, il n'y a aucun doute qu'ils vont être améliorés cette année. Est-ce qu'ils vont participer aux éliminatoires? Ça, je crois pas. Je crois pas qu'on est rendu là du côté de la Nouvelle-Angleterre. Mais oui, ça va être une formation améliorée. Pour moi, il n'y a aucun doute. Je pense qu'on c'est un pas dans la bonne direction. C'est justement ce qu'on retrouve là, avec Mike Vrabel. C'est comme on manquait par le passé. Je trouve que les Patriots, on a une direction maintenant. On n'a pas parlé vraiment de la défense, on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais il y a deux joueurs clés en défense pour moi qui vont faire la différence. Christian Gonzalez, le demi-point, et le joueur de ligne défensive, Christian Barmore, est-ce qu'ils vont continuer à progresser? Et avec l'ajout de Carlton Davis dans la tertiaire, mais je pense que le duo Davis et Gonzalez, là, l'année passée, les deux ont terminé dans le top 5 pour le plus bas total de passes complétées par l'équipe adverse en leur direction. Donc, je pense que la défense va être l'une des bonnes unités dans la NFL cette saison. Reste à voir maintenant si Drake May va livrer la marchandise. C'est vraiment pour moi le facteur X là, en termes chez les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Je pense que clairement, ils vont gagner plus que 4 matchs, si vous voulez mon avis. Mais de là à dire qu'ils vont participer aux éliminatoires, mais je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Puis depuis quelques années, on semblait chercher. Je pense c'est clair où on s'en va. On s'en va en avant avec Mike Vrabel. Mike Vrabel aussi, il a des qualités de leader indéniables. Donc, j'ai hâte de voir ce que les Patriots vont faire. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais te lancer sur leur total de victoires cette saison. Les Patriots, c'est à 8,5 selon les preneurs au livre. Est-ce que tu trouves que Mhm. c'est trop ou c'est pas assez? Plus ou moins 8 victoires et demie pour les Patriots. Moi, je vais dire moins. OK. Si on gagne 7 matchs, si on termine avec une fiche de 7 et 10 du côté des Patriots, ça serait quand même 3 victoires de plus que l'année dernière. Ils sont des compétitifs, même dans les défaites. Je pense que ça serait une amélioration du côté des Patriots. Comme je l'ai dit, il manque certains morceaux du côté de l'attaque. Défensivement, il y a des morceaux intéressants. Christian Gonzalez a le potentiel d'être dans le top 5 à la position de demi-coin, selon moi. Il est très talentueux, il est grand, il est long. Un peu que Sean Barmore, t'as bien fait de mentionner son nom. On l'a pas vu l'année dernière. En raison de son état de santé, il avait des Mhm. caillots de sang. On craignait même pour sa vie à un certain moment donné. Mais c'est un plaqueur qui est très talentueux. Alors avec l'ajout de Williams qu'on a mis sous contrat via le marché des joueurs autonomes, là t'as Barmore qui maintenant semble avoir réglé ses problèmes de santé. On le souhaite pour lui, qui sera en mesure de reprendre sa carrière. Là, tu pourras avoir un des meilleurs duos là, de plaqueurs là, soudainement au niveau de ta ligne défensive. Ça va donner des maux-têtes aux attaques adverses si bien sûr ces deux joueurs-là peuvent rester en santé. Alors c'est ça, moins de 8 victoires et demie pour moi. Je trouve ça un peu élevé de dire que les Patriots vont gagner 9 matchs. Je peux les voir gagner 7 ou 8 matchs, donc moins de 8 et demi. Toi, de ton côté, au niveau de l'over-under des Patriots, tu vois ça Moi comment? aussi, j'ai mis moins. Je les vois à 8 victoires. Je sais que je les vois avoir une progression, mais je trouve que leur donner 9-10 victoires, je sais qu'il y a un engouement Mm. là, au niveau des parieurs au livre ou sur Internet. En ce moment, les gens pensent que ce sera une équipe formidable, celle des passes, qui pourrait surprendre. Je pense que c'est peut-être conservateur de leur donner 8 victoires, mais passer de 4 à 8, ce serait déjà un bon pas en avant là, pour les Patriots dans la Nouvelle-Angleterre. Il ne faut pas oublier non plus, l'année dernière, les passes ont subi 6 défaites par un touché ou moins l'an dernier. Donc, ça, Mm. si on réussit à gagner ce genre de match-là ou à virer le vent de côté, à tourner le vent de côté, ça pourrait changer des choses. Chose certaine, on s'est amélioré, selon moi, dans toutes les facettes du jeu, mais reste à savoir maintenant, c'est à prendre cette expérience-là là, au niveau des Patriots dans le Nouvelle-Angleterre. Je pense on va avoir 10, 11 victoires dans les prochaines années, mais je ne pense pas que ce sera en 2020. Ouais, maintenant, si on regarde le portrait fantasy football là, de cette édition 2025 des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, parce que l'année dernière,
Écoute, y a-tu un joueur des Patriots qui a fait partie de la formation partante d'une équipe de fantasy football? Je crois pas, j'essaie Ramondre de passer, là. Stevenson, en début de Ouais, saison, peut-être, peut-être. ouais. Ouais, Mais ouais, ouais, Ramondre, la peut-être, c'est défense, tout, là. Genre, je vois pas d'autre. C'était très limité. Mais là, cette ouais. année, est-ce que ça augure mieux, selon toi, là, en termes de fantasy football, du côté des Patriots? T'avais pas repêché Jacoby Brissett dans ton fantasy, Didier, l'année passée? Non, 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 non. Hey, c'est vrai, c'est Brissett qui avait commencé l'année en tant qu'arrière partant, mais Ouais. on l'oublie, c'est bien trop vrai. Ouais, ouais, ouais. Je vais revenir sur Drake May. On a parlé de son potentiel par la passe. Je veux parler de son potentiel par la course maintenant. On a vu des flashs par la passe l'année dernière, mais sa moyenne de 7,8 verges par course l'année dernière était meilleure que celle de Jaden Daniels et Lamar Jackson. Je sais que ça s'est venu dans du temps de jeu limité. C'est des courses qui étaient souvent improvisées. L'improvisation de Drake May. Mais ça pour vous dire que il y a un potentiel fantasy parce qu'on sait un corps qui court en fantasy. Je le martèle régulièrement. C'est hyper payant. Ça peut devenir hyper payant. En ce moment, il est le corps numéro 17 au niveau fantasy. Il est gratuit dans vos repêchages. Je pense que Drake May, c'est le candidat à mettre sur votre banc et à voir ce qui se passe. Là. Si vraiment la ligne à l'attaque, parce que c'est le point névralgique, s'est amélioré, Drake May pourrait connaître du succès au niveau fantasy. L'année dernière, 54 courses, 421 verges et 2 touchés. Et on dit déjà du côté des Pats de Josh McDaniels qu'on dit qu'on a des concepts de course là, pour Drake May cette saison. Donc, je ne m'attends pas à une ascension à la Jaden Daniels là, si on lui donne du temps de jeu. Mais je me dis que Drake May pourrait se faufiler, là, pourrait être un quart utile lors de vos semaines de congé, vos semaines de bail. Et comme je le dis, si vous avez de la place sur votre banc, je pense que Drake May, en fin de repêchage, c'est quelque chose de. C'est vraiment pas fou là, de le mettre sur votre banc. Je veux parler du duo de porteurs de ballon. Tu en as parlé, tu adores Travion Anderson. En ce moment, il est le porteur de ballon numéro 29 au niveau fantasy. Il est quand même abordable, je trouve. Ce qui m'inquiète, par contre, c'est qu'au niveau collégial, au niveau universitaire, son plus haut total de courses en une saison, c'est 183. Est-ce qu'on va lui donner vraiment les clés du champ arrière? Je pense qu'un gars comme Ramondre Stevenson passe un peu sous le radar en ce moment, mais je pense pas qu'il va disparaître vraiment de l'échiquier fantasy chez les Patriots de On la va utiliser les Nouvelle-Angleterre. deux. On va utiliser les Exactement. deux là, du côté. Ouais. Puis c'est comme plusieurs équipes de la NFL. Là. Faut dire Anderson partageait le champ arrière avec Quinshon Judkins à Ohio State, oui, puis ils formaient tout un duo de porteurs de ballon. Donc c'est peut-être un peu ça là, qu'on va recréer du côté des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Anderson, il est explosif, il est bon en situation de passe, bon en protection, il fait tout bien. Mais je pense que Stevenson, il est le porteur de ballon numéro 34. Tu gagnes quelques rondes là, en ce moment à repêcher Ramondre Stevenson. On va s'en servir peut-être plus comme marteau. C'était pas sur sa tasse de thé les situations de passe, capter des ballons. Je pense que on va donner ce rôle-là à Travion Anderson. L'année dernière, sa moyenne de verges par course était à 3,9. C'était la pire moyenne de sa carrière. Est-ce que c'est attribuable à la qualité de la ligne à l'attaque qui était médiocre? Ça reste à voir. Mais j'ai hâte de voir. Je pense que Ramondre Stevenson, en ce moment, il semble vraiment être oublié depuis le repêchage de Travion Anderson. Mais je pense qu'en fin de repêchage, là, il peut devenir une belle valeur, spécialement en début de saison où on va assurément davantage partager le travail, selon moi, dans le champ arrière chez les Patriots. Et si on parle d'un receveur de passe, je veux parler de Stephon Diggs, qui se remet d'une déchirure justement du ligament croisé antérieur. On en a parlé tout à l'heure. Mais si on parle de l'aspect fantasy l'année dernière, 496 verges en 8 matchs l'an dernier. Il était le receveur numéro 15 au total au niveau Hmm. fantasy en termes de points par match avant de se blesser. Et Stephon Diggs, pour moi, c'est le mal. Il s'amène en Nouvelle-Angleterre en étant le mâle alpha. L'année dernière, même, il était derrière Nico Collins, derrière Tank Dell, même en début de saison. Il était, disons, la troisième roue du carrosse dans l'attaque des Texans. Je pense que si on lui lance davantage de ballons, il pourrait surprendre. Mais encore là, j'ai hâte de voir de quoi il aura l'air sur le terrain au camp d'entraînement. Ce sera quelque chose assurément à surveiller. Oui, en tout cas, j'ai hâte de voir ça à Diggs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis très sceptique à son endroit, mais qui sait, peut-être qu'il pourra donner un beau coup de main à Drake May. Ben écoute, Et j'adore Marc-André, Kyle Williams. J'adore Kyle Carl Williams. J'en Williams, ai ouais. parlé, j'en reparle. En termes de billets de loterie, là, il se dessine comme un de mes billets de loterie préférés en fin de repêchage. Là. Ça attend de changer, mais j'aime beaucoup ce que Kyle Williams pourrait apporter.
OK, on va garder ça en tête. On va garder ça en tête. Mhm. Carl Williams, peut-être, là, un sleeper à la position de receveur du côté des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Bon, écoute, on va se tourner maintenant vers les Dolphins de Miami, mais pour mettre la table en vue de la saison 2025 des Dolphins, ben, on a eu l'aide de notre bon ami du podcast, Renaud Bourbonnais, qui est un grand partisan des Dolphins. Toutefois, Renaud n'est pas très optimiste en vue de la saison 2025 des Dolphins de Miami. Alors, écoutons la conversation que j'ai eue afin de mettre la table pour la saison des Dolphins. Tout d'abord, Renaud, avant de parler là, de la saison 2025 qui s'en vient des Dolphins, de leur saison morte, d'abord et avant tout, ça fait un X nombre d'années qu'on se connaît, mais je ne crois pas que je t'ai jamais Mhm. demandé comment es-tu devenu un fan des Dolphins de Miami? Pourquoi les Dolphins sont ton équipe favorite? Surtout qu'ils n'ont pas gagné un match éliminatoire, si je ne me trompe pas, Non. depuis janvier 2000. Oui, c'est à peu près ça. Puis j'avais donc 2 ans ou à peu près la dernière fois que les Dolphins ont gagné un match. J'ai pas vécu ça de mon vivant, oui, mais pas de mon vivant comme partisan des Dolphins. C'est la saison 2008 qui a été la première où j'ai suivi l'équipe. La saison suivante, précédente, rappelle-toi, ils avaient terminé avec un dossier de 1 victoire, 15 défaites, le pire dans toute la NFL. Et ils avaient mis sous contrat, en fait, Chad Pennington des Jets de New York comme corps Oui. arrière. Et puis, bon, dans la cour d'école, tu te doutes qu'à ce moment-là, c'était beaucoup de chandails de Tom Brady, beaucoup de partisans des Patriots. Et puis, moi, j'aimais pas les Patriots, donc j'avais dit les Dolphins vont gagner la division. Et cette année-là, il est arrivé quelque chose de spécial. Tom Brady s'est blessé, rappelle-toi, sa première demi, je crois, de son premier match là, contre Ouais, les contre Chiefs, les si je me Chiefs. trompe pas. Ouais, ouais. Avait raté Bernard la Pollard saison au qui grand complet. l'avait blessé. Exact. Uh-huh. Exact. Et puis les Dolphins ont mis sur pied l'attaque Wildcat. Ouais. Tout ça était géré par Tony Sparano à l'époque, là, qui est décédé il y a quelques années. J'étais embarqué sur le train. Là. Les Dolphins avaient eu une bonne saison, puis au final, j'avais eu raison. Ils avaient gagné la division, ils avaient fait les éliminatoires. C'est d'ailleurs la dernière fois qu'ils ont joué à la maison en éliminatoire. Donc 2008, ça a commencé comme ça, puis je suis resté accroché après pour finalement être déçu année après année. Ouais, Ronnie Brown dans le champ arrière avec la formation Wildcat qui à l'époque était Ouais, révolutionnaire. Il l'avait dévoilé exact. contre les Patriots en plus. Puis là, C'est Bill ça. Belichick était dépourvu, pris au dépourvu. Personne ne savait comment réagir, tout ça. Dans les rangs universitaires, on utilisait la formation Wildcat, notamment l'université d'Arkansas avec Darren McFadden. Mais ouais, et que les Dolphins, tout le monde ne parlait que de ça, là, à quel point c'était révolutionnaire, Exact. la formation Wildcat. Qui était dans le champ arrière avec Ronnie Brown. Sais-tu, c'est Ricky Williams? Est-ce que c'est Ricky Williams Ricky à cette Williams était de époque-là? retour, là, si je me trompe pas. Ouais, Je crois que Ricky ouais, ouais. Williams faisait son retour avec les Dolphins là, après son séjour avec les Argonauts, rappelle-toi, Ouais, son ouais, bah ouais, fructueux ouais, je m'en souviens. parcours avec les Argonauts de Toronto. Ouais, ça avait été très bref son Donc, ouais, passage avec les Argos. ouais, vraiment. Mais c'était Ronnie Brown là, qui prenait surtout là, les remises en Wildcat. Puis il avait même fini avec. Je sais que dans le premier match contre les Patriots, il avait lancé une passe de toucher, là, notamment là, en utilisant la formation Wildcat. Je pense qu'au total, il avait terminé avec 4 touchés dans le match. Ah oui, c'est possible, c'est possible. Bon, ben ok, ben là, t'as répondu à ma question. Je me demandais de quelle façon t'étais devenu un partisan des Dolphins, parce qu'en raison de ton âge, ils ont pas connu beaucoup de succès. T'as pas Non, connu non. l'époque de Et Dan Marino. j'ai pas beaucoup d'amis qui sont partisans des Dolphins là, non plus. Là. Ouais. C'était pas une équipe attrayante de ma génération. La question est de savoir est-ce que les Dolphins vont pouvoir mettre fin à leur disette, là, donc, que je viens de mentionner, le fait qu'ils n'ont pas gagné un match Mhm. éliminatoire depuis la saison 2000, si je me souviens bien. En tout cas, je me souviens du match, c'était contre les Colts. Les Colts faisaient partie de la section ouest, l'américaine à cette époque-là. Ouais. Bref, est-ce qu'ils vont pouvoir mettre fin à cette disette cette année? On dirait que ça augure mal, Renaud. Parce que, tu sais, bon, toi et moi, on se parle souvent, on Mhm. regarde les entraînements des Alouettes ensemble, puis on se met à jaser de toutes sortes de choses. Mais là, ça fait des semaines que ça dure. Là. Depuis la fin de la saison, on dirait qu'à chaque semaine, il y a un nouveau joueur des Dolphins qui critique soit l'organisation ou l'entraîneur-chef, Mike McDaniel. Mike McDaniel, pour moi, il commence sa saison sur un siège éjectable. Qu'est-ce que tu penses de sa situation et de toutes ces rumeurs qui entourent l'organisation des Dolphins de Miami? Je te cède la place. Vas-y, je sais que tu en as beaucoup sur le cœur.
Ouais, ben, d'abord et avant tout, je suis d'accord avec toi. Mike McDaniel est sur un siège éjectable. Lui et Chris Greer, le directeur général là, Mhm. de l'équipe. Pour moi, c'est une évidence qu'en ce moment, ils sont probablement là, dans les emplois les plus en danger. Et si c'était qu'on se disait, on va leur donner une chance cette année, il y a peut-être du bon à rattraper. Mais là, c'est pas de ça que ça a l'air présentement chez les Dolphins. Tu l'as dit, beaucoup de critiques, des joueurs qui ont voulu quitter. Jalen Ramsey a voulu quitter l'organisation. On rapporte même que sa relation là, avec Mike McDaniel était complètement irréparable. Puis rappelle-toi quand on a engagé Mike McDaniel il y a quelques années déjà à Miami, qu'est-ce qu'on disait? On disait, ben, c'est un bon stratège, c'est un bon gars de football, mais il est un peu bizarre, puis on le voit à chaque fois qu'il s'adresse là, aux médias. Il a une drôle de façon d'entretenir, de s'adresser aux médias. Et j'ai comme l'impression que c'est pas le genre de personne qui est capable de regrouper tout le monde ensemble, de mener un groupe. Il n'a pas l'air de cette personne en charge, ce qui fait la qualité première d'un entraîneur-chef, tant qu'à moi, particulièrement au football. J'ai l'impression que Mike McDaniel, c'est plus un coordonnateur qu'un entraîneur-chef. Puis présentement, on le voit, une équipe comme les Dolphins, ils avaient énormément de gars avec des grosses têtes. Un gars comme Tyreek Hill, un gars comme Jalen Ramsey, bon, maintenant est parti, mais quand même, ce sont des gars qui déplacent de l'air dans un vestiaire et ça prend quelqu'un pour tenir ces gens-là, je veux pas dire en laisse, là, mais pour tenir ces joueurs-là dans le droit chemin et être capable de rassembler l'équipe puis de faire les éliminatoires et de gagner. J'ai pas l'impression que Mike McDaniel, c'est cette personne-là. Puis pour cette raison-là, j'ai de la misère à dire en fait, je crois pas qu'il va avoir un emploi comme entraîneur-chef dans la NFL. Ouais, parce qu'on questionne son leadership. C'est tout simplement ça. Puis Mhm. moi, les premières fois que j'avais entendu parler de ça, c'est, souviens-toi, il y a 2 ans, lorsque Vic Fangio était coordinateur de la défense des Dolphins de Miami. Puis lui, il a quitté pour aller joindre les Eagles de Philadelphie. Et puis à ce moment-là, au sein de l'organisation, les joueurs se plaignaient qu'il était trop exigeant, qu'il était trop demandant, qu'est-ce qu'il demandait aux joueurs, c'était trop rigoureux. Mais c'est ça le football. Puis Vic Fangio, on ne peut pas Exact. mettre en doute ses aptitudes en termes de coordonnateur en défense. C'est un des meilleurs de la NFL. Puis Mike McDaniel, il était d'accord avec les joueurs. Il était d'accord avec les joueurs. Puis qu'est-ce qu'on entend, c'est que les joueurs arrivent régulièrement en retard aux réunions. Ils ne sont même pas mis à l'amende. Ça, clairement, ça veut dire qu'ils ne respectent pas leur entraîneur-chef. Alors, ça, c'est une des raisons pour laquelle moi, je ne crois pas que les Dolphins vont être en mesure de participer aux éliminatoires cette année. Alors oui, la disette sans victoire en éliminatoire de Miami, la plus longue dans toute la NFL, ben, elle va se Ouais, il va poursuivre se pour une poursuivre. année de plus au moins. Là. Toi, tu es d'accord avec moi là-dessus? Ouais, ouais, non, j'embarque à 100% avec toi. Puis même que, parce qu'on se parle évidemment à NFL Red Zone pratiquement toutes les semaines pendant la saison régulière, puis à la fin de l'année, on en discutait ensemble, on est surpris que ces deux personnes-là, Mike McDaniel et Chris Greer, aient gardé leur emploi à la fin de la dernière saison. Pour moi, ils étaient déjà sur un siège éjectable et l'année passée, alors que l'équipe, elle avait besoin de faire un pas vers l'avant, elle a fait un gros pas vers l'arrière. Elle n'a même pas été capable de participer aux éliminatoires alors que ça avait été le cas par le passé. Euh, je suis surpris qu'on est dans la même veine et surtout avec tout ce qu'on entend, ben, je peux pas croire qu'en haut, dans les bureaux des Dolphins, on n'a pas entendu les mêmes ragots. On vit même dans cet environnement-là là, de l'équipe. Donc, c'est bizarre de se dire que les Dolphins n'ont pas procédé déjà à un changement, selon moi. Moi, personnellement, j'aurais procédé à un changement dans la dernière saison. Ouais, on a opté pour le statu quo, puis je crois pas que c'est la meilleure des décisions. Puis ça a été une drôle de saison morte là, du côté de Miami. On s'est pas amélioré. Ouais. Lorsque tu regardes l'équipe sur papier, cette équipe-là est pas mieux qu'elle l'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Pas juste ça. Un joueur comme Tyreek Hill est vieillissant. Il va avoir une année de plus. On va parler de Tyreek Hill un peu plus tard. Mais écoute, j'aimerais qu'on réponde à une question que William Ouais. Gonzalez nous a envoyé. Ça concerne bien sûr la carrière des Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa. Salut, est-ce que vous croyez que si Tua se blesse à nouveau, est-ce qu'il serait temps pour lui de prendre sa retraite? Il parle de commotion cérébrale. Tout d'abord, merci à William de nous avoir envoyé sa question. Il le fait régulièrement, il nous envoie des questions et ces questions sont toujours pertinentes. Écoute, toi, bon, moi, la saison dernière, il n'a pas été victime de commotion cérébrale. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de cette question de la part de William? Ben là, c'est sûr qu'on entre dans quelque chose qui dépasse un peu le football, au sens où on parle vraiment de la santé de quelqu'un, là,
qui a une vie à vivre après le football. Parce qu'une retraite, là, même si tu as une longue carrière, une retraite, ça dure longtemps. C'est une carrière pour un professionnel, dans le commun des mortels, c'est une carrière qui est pas super longue. Tu tombes à la retraite jeune, tu as toute une vie à vivre. Écoute, c'est difficile de se commettre parce que je suis évidemment pas médecin et que je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais c'est sûr que là, je pense que toi commence à y penser parce que ça fait déjà plusieurs coups où on lui dit d'y penser, que plusieurs médecins, là, ça se multiplie à chaque coup qu'il prend, qui disent qu'il devrait commencer à songer à sa retraite. Il a signé un gros contrat avec de l'argent garanti. Ça s'est déjà vu par le passé, là, des arrangements pour des joueurs qui, justement, quittent vers la retraite. Je pense à Andrew Luck, par exemple, avec les Colts d'Indianapolis, qui avait continué de lui verser de l'argent même après sa retraite. Est-ce que les Dolphins seraient prêts à faire la même chose? Écoute, à suivre, mais c'est sûr et certain que là, ça commence très inquiétant. Puis si je suis l'organisation des Dolphins, je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de bâtir mon équipe autour d'un gars qui a ça autour de lui? Ouais, bon, on n'a pas le choix, étant donné qu'on a investi tellement d'argent, comme tu viens de le dire, au niveau de sa prolongation de contrat. Parce que moi, je souhaite pour toi d'être en mesure de jouer pendant de nombreuses années. Encore une fois, l'année dernière, si je me trompe pas, il n'a pas été victime de commotion cérébrale. Ça, c'est une bonne chose. J'espère que ça va se poursuivre de son côté. Mais sur le terrain, là, c'est pas comme ça on a fait grand-chose afin d'améliorer ben, les armes qu'il y a à sa disposition. Comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas été très actif du côté des Dolphins de Miami. Au début de la semaine dernière, toutefois, on a complété une transaction avec les Steelers de Pittsburgh. On a fait l'acquisition, on a rapatrié Minkah Fitzpatrick, qui avait commencé sa carrière à Ouais. Miami, et on a envoyé Jalen Ramsey, dont tu parlais, comme quoi que sa relation avec Mike McDaniel n'était plus bonne. Ben là, il va porter les couleurs des Steelers de Pittsburgh en compagnie de l'élite rapproché John Smith. Dis-moi, ça a été quoi ta réaction face à cette transaction-là, qui est quand même, là, au football, c'est rare qu'on voit de grosses transactions Ouais. comme on l'a vu, là. Une transaction de football qu'on appelle, là. Pas Ouais. un acheteur, pas un vendeur, vraiment là, des morceaux qui partent. Des deux côtés, ben écoute, dans le cas de Jalen Ramsey, c'était assez simple. Les Dolphins devaient s'en débarrasser. Lui, il ne voulait plus jouer avec l'équipe. Puis honnêtement, à voir comment ce dossier-là traînait, parce que ça faisait plusieurs mois qu'on en parlait, je commençais à me dire qu'ils allaient peut-être le libérer ou même qu'ils allaient l'échanger là, contre un choix tardif au repêchage, à défaut de l'envoyer sur le marché de l'autonomie. Et finalement, ben, ils ont obtenu quelque chose en retour. Donc ça, c'est déjà un plus pour les Dolphins. Jonnu Smith, maintenant, qui voulait une prolongation de contrat, qui voulait un meilleur salaire que ce qu'il avait avec les Dolphins et qui va obtenir là, donc avec les Steelers. Euh, Moi, j'ai de la difficulté à m'expliquer dans la perspective où on veut continuer à aller de l'avant. Visiblement, on veut aller dans la continuité chez les Dolphins. C'est pour ça qu'on a gardé Mike McDaniel et son groupe. Mais qu'un joueur qui a connu énormément de succès dans notre système la saison dernière, on ne soit pas capable de lui allonger quelques sous pour le satisfaire puis pour le convaincre de rester dans notre équipe. Et là, en plus, tu vas chercher Darren Waller pour le remplacer. Darren Waller, qui était un de mes joueurs préférés quand il était à ses meilleures années avec les Raiders, le vers 2021. Mais ça fait un méchant bout de temps, puis même qu'il n'a pas joué l'an dernier, il était à la retraite. Donc, je ne sais pas pour toi, mais moi, personnellement, celle-là, je l'ai trouvée douteuse. Par contre, l'échange des demi-défensifs en tant que tel, Jalen Ramsey qui s'en va, Minkah Fitzpatrick qui rentre. Je sais que Fitzpatrick n'a pas créé autant de revirements dans les dernières années qu'il faisait en début de carrière, mais c'est encore un jeune joueur. Je suis pas convaincu qu'il pourrait pas rebondir pour la suite des choses là, pour moi. Ouais, ça va être à voir hein, du côté des Dolphins de Miami, bien sûr. Il y a Zach Wilson qui a fait son arrivée à South Ouais. Beach. Ça va être lui, le carrière numéro 2 derrière Tua. On vient de parler de l'état de santé de Tua. Naturellement, Tua, bon, à chaque fois qu'il se fait frapper, on retient notre souffle, mais Zach Wilson peut être plus proche d'être le carrière partant des Dolphins de Miami qu'on le croit Ouais. si jamais Un coup. Tua se blesse. Ouais, donc à quel point tu es en confiance de savoir que Zach Wilson est maintenant le carrière numéro 2 de Miami? Ben, pas particulièrement en confiance, mais je suis vraiment de la mentalité hein, qu'au football, si tu n'as pas ton carrière partant sur le terrain, ça va être vraiment difficile d'avoir du succès, peu importe l'équipe, même les meilleures équipes de la NFL, s'ils perdent à long terme leur carrière partant. Je pense aux Bills, aux Chiefs, là, des équipes qui ont les meilleurs corps de la ligue, ben on le voit, hein, quand ces carrières-là ratent un match, ben souvent l'équipe est plus la même sur le terrain. Donc, pour moi, la clé, ben, c'est pas juste d'avoir un bon suppléant pour toi, c'est qu'il faut que toi restes en santé puis sois sur le terrain
que Miami espère avoir du succès parce que même là, c'est pas garanti. Zach Wilson, on connaît un peu son histoire. Hein? C'était un haut choix au repêchage, top 2, si je ne me trompe pas, deuxième au total par les Jets de New York. Oui, Et derrière là, ça ne Trevor s'est pas passé Lawrence. comme il voulait. Ouais, exact. Il a passé la dernière saison avec les Broncos de Denver comme réserviste. Puis là, s'en vient à Miami. Écoute, est-ce qu'il peut faire le travail comme réserviste? Je vais dire que oui, mais je suis d'avis qu'un réserviste, il y a une raison pourquoi ça traîne un nom de réserviste. Ouais, mais il est talentueux, ancien choix de première ronde, comme tu l'as Mhm. dit, alors peut-être que ça pourrait devenir une occasion pour lui de relancer sa carrière. Mais une chose qu'on ne parle jamais lorsqu'on parle justement de l'état de santé de Tua ou des Dolphins en général, c'est leur ligne à l'attaque. On a mis sous contrat quelques joueurs de ligne à l'attaque afin d'ajouter de la profondeur. Mais une raison pourquoi Tua a été blessé aussi souvent, cette ligne-là, elle n'est pas bonne. Elle n'a pas été bonne depuis des années. Puis c'est la même raison pour laquelle les carrières réservistes aussi qui sont venus remplacer Tua ont été blessés lors des dernières années. Est-ce que tu es confiant qu'avec la signature de Larry Borom et James Daniels, ça va être suffisant afin d'augmenter le niveau de talent du côté de la ligne d'attaque des Dolphins et de bien protéger Tua, de créer des brèches pour le jeu au sol aussi? Là? Non, je ne le suis pas. De un, Borum jouait sur la ligne à l'attaque des Bears de Chicago, qui était tout aussi problématique que celle des Dolphins. Donc, non, je trouve pas ça nécessairement rassurant. En même temps, bon, chaque année, nouvelle combinaison, nouveaux coéquipiers. Donc, n'importe quel joueur qui paraît bien ou paraît mal dans une organisation peut tout d'un coup mieux paraître ailleurs si le fit, comme on dit, est meilleur. Euh, mais pour protéger Tua, mais il y a autre chose qui était problématique pour les Dolphins, puis c'est pas juste l'an dernier, c'est depuis que Tua est corps arrière de Miami, c'est gagner des matchs contre des équipes qui sont pas des équipes de bas de classement. Puis Hmm. si je regarde le travail de Tua Tagovailoa à travers les ans pour lorsqu'il affronte des équipes qui jouent au-dessus de 500, une victoire seulement, 9 défaites, euh, avec Mike McDaniel comme entraîneur-chef. Tu le sais comme moi, c'est pas suffisant. Puis c'est un sujet à toutes les années avec les Dolphins, on en parle. À chaque fois qu'ils jouent un match Ouais. à heure de grande écoute, ils ont tous les réflecteurs là, pointés vers eux, on se dit ben non, les Dolphins, ils vont pas gagner ce match-là. Ça va peut-être être serré, mais à la fin, c'est sûr et certain, ils vont l'échapper. Puis, règle générale, ils paraissent mal dans ces matchs-là. Ouais, non, ça c'est très vrai. C'est une très bonne observation de ta part parce que c'est ça, on est en mesure d'avoir du succès contre les mauvaises équipes. On ne bat pas en plus à cette cycle que tu viens de mentionner, c'est tout à fait incroyable. Donc ouais, puis je crois pas que c'est cette année que ça va changer, là, tout ça. J'ai mentionné le nom de Tyreek Hill tout à l'heure. Parlons-en de Tyreek Hill, le receveur vedette Ouais. des Dolphins. Souviens-toi comment la saison régulière de Miami s'est terminée, on n'a pas participé aux éliminatoires, puis immédiatement après la rencontre, Tyreek Hill avait dit qu'il voulait être échangé. Quelques jours plus tard, il a changé d'avis. Un peu plus tard, durant la saison morte, il a dit qu'il voulait quitter Miami. Après ça, bon, il est toujours là. Bref, il n'arrête pas de changer d'avis à toutes les semaines. Et Mhm. Tyreek Hill, maintenant, il est rendu dans la trentaine. Puis comme tu sais, sa carte de visite, c'est sa rapidité. Pendant longtemps, il a possiblement été le joueur le plus rapide de la NFL. Mais Ouais. quand on regarde ses statistiques depuis son arrivée à Miami, on a préparé un tableau. Renault, il semble être sur la pente descendante. Du moins, il n'est pas aussi productif qu'il l'a été. Là, regarde-moi ça, plus de 1700 verges lors de ses 2 premières années avec les Dolphins. L'année dernière, il n'a même pas atteint la marque des 1000 verges par voie de réception. Non, ben c'est ça. L'année dernière, ça a été une saison difficile. On sait qu'il avait été blessé au poignet rapidement dans la saison. Il lui a mentionné plusieurs fois durant la saison que ça l'avait affecté. Dans le cas de Tyreek Hill, je me pose énormément de questions comme toi parce que son épisode là, de la saison morte où justement elle disait qu'il voulait quitter, finalement a dit non, je veux rester, j'ai jamais demandé à quitter. À un certain moment, lorsqu'on parlait des rumeurs de transactions que plusieurs joueurs pourraient partir là, dans le temps du repêchage, lui-même faisait des tweets sur le sujet. Et récemment, il nous a sorti sa ligne qui nous sort à chaque année, Didier. Toi, Tagovailoa est le meilleur carrière de la NFL. Ça, il le dit Ah à tous oui. les ans, un peu avant le camp Ouais. d'entraînement. Puis à chaque année, on dirait que ça ravive la flamme là, de la relation entre toi et les Dolphins. Mais tu fais bien de le mentionner, c'est un joueur vieillissant. C'est difficile de croire qu'il va pouvoir remettre les chiffres qu'il a déjà mis sur le tableau parce que si tu regardes historiquement, peu importe les grandes vedettes, à part peut-être Jerry Rice qui a continué d'être dominant là, jusqu'à très tard dans sa carrière, il y a pas beaucoup de joueurs qui, rendus à l'âge où Tyreek Hill ont continué de mettre des chiffres spectaculaires sur le tableau. Là. Je parle des 1500 verges sur réception, des trucs comme ça.
Ouais, puis une chose que Tyreek Hill a fait durant la saison morte, bon, il a perdu du poids, il a perdu près d'une quinzaine de livres, puis on l'a vu participer à Mhm. des compétitions d'athlétisme où il a pas mal fait. Je crois qu'il a réussi un chrono Ouais, de c'est 10 vrai. secondes et 15 centièmes aux 100 mètres. Mais d'avoir perdu du poids, ça, c'est tant mieux pour l'athlétisme. Mais est-ce que ça va réellement l'aider sur le terrain? Oui, il va être plus rapide, mais il ne faut pas oublier le football. Là, c'est pas de l'athlétisme. Tu as besoin Non, d'avoir de non, la exact. force physique face au gros demi-coin de la NFL. Si tu es plus léger, ça peut être plus difficile. Puis, pas juste ça, mais bon, il a challengé Noah Lyles, médaillé d'or Ouais, olympique lors des derniers Jeux olympiques d'été. Il l'a challengé pour courir contre lui au centre. Il challenge tout le monde, là. Il veut courir contre tout ouais. le monde. Mais je me dis, OK, à quel point tu es concentré sur le football? Donc, encore là, qu'est-ce que tu penses de ça, là, de Tyreek Hill qui, on dirait, il préférait peut-être avoir une place au sein de l'équipe 4 fois 100 mètres des États-Unis lors des Jeux de 2028, plutôt que de se concentrer sur son emploi et les Dolphins. Ben oui, peut-être qu'il devrait plutôt se concentrer sur l'équipe de flag football pour les Jeux olympiques. Ah, Ça serait déjà plus près là, de son métier principal, qui est celui de joueur de football. Non, moi aussi, la perte de poids, c'est une stratégie qui est souvent employée là, par certains joueurs. Je pense que si Tyreek Hill voulait devenir un joueur d'utilité, là, un joueur qui sert seulement à étirer le terrain, un peu comme DeSean Jackson là, l'était à la fin de sa carrière quand il faisait la ribambelle d'équipe, peut-être que ça pourrait lui servir. Mais là, lui, j'ai comme l'impression que s'il n'est pas capable de dominer, il ne voudra pas étirer son temps sur un terrain de football. Puis j'ai l'impression que lui, c'est un joueur qui veut continuer d'avoir beaucoup de ballons par match. Et là, de perdre ce poids-là, ça va devenir difficile pour lui avec son gabarit quand les joueurs défensifs vont mettre les mains sur lui dès le début du jeu. Ils vont le faire changer un peu sa trajectoire au début des tracés. Puis j'ai l'impression que ça pourrait lui nuire plus que d'autres choses. ouais, écoute, avant qu'on se quitte, j'aimerais qu'on parle de la défense également des Dolphins, parce qu'elle a Ouais, subi plusieurs blessures à Jalen Phillips, Bradley Chubb, lui, est il n'a constamment même pas joué. blessé Ouais. aussi. Ben oui, c'est ça. Donc, tu t'attends à quoi de la part de l'unité défensive de Miami cette année? Est-ce qu'elle va pouvoir tenir le fort du côté de la formation de Miami? Ben, un peu comme je t'ai dit que j'ai pas aimé tout ce qui s'est passé dans la saison morte des Dolphins, ben, Hmm. les, les, les additions et soustractions sur la défense font partie du lot. Ça avait commencé, rappelle-toi, il y a un an. On a décidé de ne pas donner de contrat à Christian, qui est parti sur le marché de l'autonomie. Un gars qu'on avait repêché, un gars qui était parmi les meilleurs à sa position. On lui a pas donné l'argent qu'il voulait. Puis au final, quand tu repêches, ton but, c'est de faire un filtre. Les bons joueurs, on les garde. Les moins bons joueurs, on les Ben, laisse aller. Puis on comble je veux avec pas les restants t'interrompre, mais des autres équipes. Ouais. Mais cette décision-là, je ne l'ai jamais compris. Tu repêches un Non, joueur exact. qui devient un des meilleurs de la NFL à sa position. Pas juste ça, là. Quand tu as un plaqueur d'impact aussi athlétique que Christian Wilkins, tu le gardes. Tu le gardes parce que lorsqu'il a Exact. signé avec les Raiders l'année dernière, je pense qu'il avait quoi, juste 25, 26 ans. Donc, c'est quoi C'était le pas but de vieux. Ouais, ouais. repêcher un joueur? Ouais, de repêcher un joueur, de le développer, il devient un des meilleurs à sa position de la NFL, puis après ça, tu le gardes pas. Ça me fait penser au Titan du Tennessee avec A.J. Brown, lorsqu'il refusait de lui donner une prolongation de Exactement. contrat. Tu sais, ça faisait aucun Exactement. sens. Tu viens de le repêcher, c'est un des meilleurs receveurs de passe de la NFL, tu l'échanges aux Eagles, puis les Titans n'ont plus jamais été les mêmes depuis. Alors, du côté des Dolphins, tu sais, on parle de la saison morte qu'on a eue, mais si on remonte en arrière dans le temps, là, il y a vraiment des décisions bizarres qui ont été prises par Chris Greer. Ouais, puis l'argent qu'on n'a pas donné à Christian Wilkins, c'est de l'argent qu'on a donné, par exemple, à un Bradley Chubb qui, je le rappelle, n'a pas joué un seul jeu l'an dernier en uniforme pour les Dolphins. Donc, c'est de l'argent mal investi. On peut remonter même plus loin si tu veux, parce que quand les Dolphins, rappelle-toi, ont fait l'échange pour Laramie Tunsil, ils avaient les poches pleines. On pensait qu'ils allaient faire comme le Thunder d'Oklahoma City au basketball, renflouer les coffres, devenir une des équipes les plus jeunes et dynamiques de la ligue. Finalement, non, ils se sont mis à distribuer les choix de première ronde. Bon, Tyreek Hill a connu des bonnes années. Je peux pardonner celle-là. Mais la transaction Bradley Chubb, même au moment où on a fait la transaction puis qu'on a signé immédiatement un Mhm. gros contrat avec Chubb, immédiatement, il y a beaucoup de gens qui étaient sceptiques. Moi, j'étais du lot des gens qui étaient sceptiques. Je trouvais qu'on Ouais, avait moi aussi. l'opportunité d'ajouter du talent plus jeune d'un joueur moins fragile parce que lui a une réputation de joueur fragile. Puis, veut pas, quand tu regardes les statistiques, oui, c'est un joueur qui est productif quand il est en santé, mais il est tellement jamais en santé que ses chiffres se démarquent pas au final dans la NFL. Donc, non, moi, les différentes décisions qui ont été faites à travers les années et qui nous amènent à cet été où
ce printemps, là, plutôt, où on a dû, selon moi, On l'est l'été. reacher Ouais. au repêchage. On a Ouais. dû OK. aller trop haut au repêchage en repêchant un gars comme Kenneth Grant, qui pour moi était même pas le meilleur plaqueur disponible au 13e rang. Ça, on y reviendra éventuellement quand on les verra en uniforme. Mais ça nous a forcé à investir un choix de première ronde là, sur cette position-là parce que l'an dernier, on a refusé de payer un des meilleurs joueurs de la Ligue. En ce moment, Kenneth Grant, tout ce qu'on espère qu'il devienne, c'est un joueur à la hauteur de Christian Wilkins, mais la barre est vraiment haute. Alors, tu avais déjà ce joueur-là, tu aurais pu investir un choix au repêchage ailleurs cette année. Moi, j'ai pas, j'ai rien aimé. Je te l'ai dit en début d'émission, j'ai rien aimé là, de la saison morte des Dolphins. Donc, c'est ta prédiction là, pour la saison 2025 de ton équipe favorite, les Dolphins de Miami. Ça va être quoi? En termes de fiches, là. Peut-être écoute, au maximum 7 victoires pour Hmm. les Dolphins avec un 10 défaites. Je ne serais pas non plus surpris que ça ait en dessous de ça parce que tu le sais, comme moi, une équipe comme celle-là, si dès le début de la saison, la chaîne débarque, ça va être une longue saison. Si on est Oh, capable c'est de pas. C'est... drainer quelques matchs, on va peut-être accumuler les victoires. Mais il y a un moment clé dans la saison des Dolphins où tout va déraper. Puis si c'est le premier match, c'est le premier match. Si c'est quelques semaines plus tard, c'est quelques semaines plus tard. Ça viendra faire varier l'affiche. Mais j'ai aucun espoir éliminatoire pour cette équipe-là. C'est une équipe qui a le potentiel d'avoir une saison désastreuse. Parce que, comme tu viens de le dire, Ouais, si on a un mauvais début de saison, c'est pas Mike McDaniel qui va redresser la barque. Avec tout ce qu'on non, a, on a entendu dire, on en a parlé tout à l'heure durant la saison morte, en fait, lors des dernières années, manque de leadership de sa part, ça va juste dégénérer. Donc, forte chance qu'à pareille date, l'année prochaine, qu'il y ait un nouvel entraîneur-chef en place à Miami et également un nouveau DG. Bref, on va surveiller ça du côté des Dolphins une fois que la saison régulière va commencer. Mais écoute, Renaud, je te remercie de ta contribution au podcast, d'être venu te vider le cœur sur la situation de ton équipe, les Dolphins de Miami. De toute façon, on devrait passer du temps ensemble lors des dimanches au NFL Red Zone. Fait qu'on va pouvoir oui, discuter en long et en large des déboires qu'on anticipe pour les Dolphins. Quoique c'est la NFL, on ne sait jamais. Peut-être qu'ils vont nous surprendre, alors on verra bien. exact. Ben, merci beaucoup, Allez, Didier, Renaud, puis on se porte-toi revoit bien. bientôt. Alors, Didier, si on parle maintenant du total de victoires là, des Dolphins de Miami en vue de la saison 2025, les preneurs au livre sont à plus ou moins 8,5 victoires. Est-ce que c'est trop ou c'est pas assez selon toi? Ah, c'est trop. Pour moi, c'est moins. C'est moins que de 8 victoires et demie. Là, je viens d'en parler avec Renaud. Renaud était du même avis que moi. Moi, j'envisage que ça va être la déconfiture complète à Miami. Là. J'en ai parlé avec Renaud, Mike McDaniel, son leadership est contesté. Il semble que c'est vraiment pas un bon leader. Les joueurs qui arrivent constamment en retard aux réunions. Écoute, je pense que ça va mal aller du côté des Dolphins. 6 victoires. 6 victoires pour les Dolphins de Miami. Puis je crois vraiment qu'une fois que la saison va terminer, il y a un ménage qui va se faire du côté de Chris Greer, le DG, et Mike McDaniel, l'entraîneur-chef. Toi, tu vois ça comment du côté des Dolphins? Plus ou moins 8 victoires et demie. Moi aussi, je trouve que la crise identitaire du côté des Dolphins, ça m'effraie. On dirait qu'on est en la période de puberté là, du côté des Dolphins. Tu sais, quand on a vécu notre puberté, souvent, on a des changements au niveau corporel, puis c'est pas tout à fait beau. Puis on a de la misère des fois à comprendre ce qui se passe. Puis ça prend du temps avant d'accepter, avant d'embellir. Tu sais, moi, j'avais des boutons là, quand j'étais jeune. Puis j'avais une coupe champignon encore, j'avais des boutons, j'essayais de grandir. Puis bref, c'est un peu ça les J'ai Dolphins. Moi besoin de aussi, je voir des trouve. photos de toi avec la coupe champignon. Je m'excuse, j'ai besoin de voir ça. Mais tout ça pour dire que 8,5, Coupe moi aussi, je trouve que champignon, c'est. des boutons, ouf. Ah ouais. Écoute, l'acné, là, pour moi, ça a été le combat de mon adolescence, je te dirais. 8,5 Au moins, victoires, tu moi, avais je un trouve que choix pour la c'est. coupe de cheveux. Tu aurais pu opter pour une autre coupe de cheveux. Ouais, ben, c'est tes parents qui la J'ai- choisissaient. Écoute, fin des années 90, début 2000, c'était la coupe champignon qui était à la mode, là. Ma mère disait que c'était une draperie Hmm. que j'avais sur la tête. Donc, elle aimait ça dire ça. J'ai besoin de voir des photos de ça absolument. Donc, moi aussi, je vais choisir moins. Je pense pas, par exemple, qu'on va avoir une débandade, là, qu'on aura seulement 4 victoires. Je pense qu'on va plus tourner autour du 6-7 victoires du côté des Dolphins de Miami. Encore là, moi aussi, je trouve qu'on tente d'instaurer une culture qui est potentiellement pas bonne du côté des Dolphins et ça m'effraie énormément.
Ouais, bon, écoute, on voit ça du même œil. Maintenant, le portrait fantasy des Dolphins de Miami, puisqu'il y a des gros noms du côté des Dolphins, bien sûr, avec toi, Tyreek Hill, Jalen Waddle et compagnie. Alors, Devon A-Chain, l'année dernière, il a été productif lorsqu'il était dans la formation. Tu vois ça comment là, pour les Dolphins de Miami en termes de fantasy football? Devant Chan productif lorsqu'il est en situation de passe, par exemple. 58% de sa production ont été par la passe en 2024, Didier. 78 catchs, 592 verges et 7 touchés. Pas besoin de vous dire qu'en format PPR, là, qu'on obtient des points pour des attrapés. Devant Chan devient un porteur de ballon hyper intéressant, hyper payant. Je le vois sélectionné, même, je te dirais qu'il est potentiellement un porteur de ballon de première ronde là, en format PPR. On se souvient l'année dernière, c'était beaucoup de petites passes là, que Tua allait à Achan et à Jonnu Smith. On a moins utilisé Tyreek Hill et Jalen Waddle, mais sa moyenne de verges par course, on se souvient, là, devant Achan, Didier, elle est passée quand même de 7,3 en 2023 à 4,5 en 2024. On a tenté justement d'améliorer la ligne d'attaque du côté des Dolphins, aussi également de protéger davantage Tua Tagovailoa. On sait qu'il est fragile comme carrière. J'ai hâte de voir, mais Achan, je trouve que c'est un joueur fantasy avec un plancher assez solide, justement à cause de sa production en situation de passe. C'est pas si grave s'il n'est pas productif via la course au sol, à cause que justement, il va vous faire des points en situation de passe. Et je pense que Achan s'avère quand même un joueur utile là, au niveau fantasy en 2025. Ouais, tu as parlé de la diminution de sa moyenne de verges par course la saison dernière. Une chose qui a contribué à ça, c'est la façon dont on l'utilisait près de la zone des buts. Puis ça, Mhm. je comprenais pas ça. Là. J'espère que ça va changer afin de protéger Etienne parce que il n'est pas un demi à l'attaque imposant physiquement. C'est un petit porteur de ballon. Bon, c'est un sprinter essentiellement. Là. C'est une des raisons pourquoi il est si rapide. Il a un background en athlétisme, mais on lui remettait le ballon près de la zone des buts. Puis je le voyais se faire frapper avec son petit gabarit. Faut qu'on trouve un autre porteur de ballon là, près de la zone des buts du côté des Dolphins, parce que Achan, sinon sa carrière va être très courte. Il n'est pas fait physiquement justement pour absorber ce genre de contact, selon moi. Maintenant, Tyreek Hill, j'en ai parlé avec Renaud. Il y a eu toute une baisse de régime de sa part l'année dernière en termes de production. Lors des deux saisons précédentes, il avait gagné plus de 1700 verges. Est-ce que selon toi, Hill va pouvoir retrouver sa forme ou qui faisait de lui un des meilleurs, si c'est pas le meilleur receveur de passe de la NFL? Plus de 1700 verges, ou plutôt près de 1800 verges, à Oui. 1799. Tu dis, il était à une verge seulement du plateau des 1800. Ah, je suis Ça pour dire sévère. Moi, que j'arrondis rien, moi. J'arrondis rien. t'as rendu au plus bas. Ouais. le, C'est le pour gars, ça il que j'étais sort pas les bon en chiffres. mathématiques à l'école. Oui, receveur numéro 12 en 2024, ça a été décevant pour Tyreek Hill, pour un gars que vous repêchiez clairement dans le top 5 à la position et en première ronde de vos repêchages fantasy. Il a obtenu quand même 12 points par match là, lorsque Tua était dans la formation, donc en 6 matchs la saison dernière. Je sais, on avait beaucoup de questions là, sur Tyreek Hill, des questions qui vont être répondues dans les prochains mois. On se questionnait sa vitesse. On a vu là, qu'il est capable de courir un 100 mètres assez rapidement. Il bat des gens au 100 mètres. Donc, pour moi, je pense que sa vitesse est toujours là. Il a perdu du poids également, question d'être plus rapide. Donc, il a l'air cette année de prendre cette saison-là au sérieux. C'est une saison aussi, c'est sa dernière année de contrat. Il n'est pas fou non plus. Mais Hmm. je pense que Tyreek Hill peut s'avérer une belle valeur. J'ai hâte de voir comment tout ça va se dessiner au camp d'entraînement des Dolphins. Euh, Encore là, il ne faut pas oublier qu'il était à 2 ans. Il y a 2 ans, il a obtenu 1800 verges. Donc, c'est une saison exceptionnelle là, il y a 2 ans. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que Tyreek Hill euh, peut donner au niveau fantasy. Je pense qu'il peut s'avérer une belle valeur. Là. Mais encore là, je veux le voir de mes yeux vus au camp d'entraînement, être rapide et être agile. Oui. On va voir hein, si on connaît un mauvais début de saison à Miami, ce qui va demander à être échangé. Souviens-toi, à la Mhm. fin de la dernière saison, il avait dit qu'il voulait être échangé. Après ça, il a changé d'avis. Bref, on verra. Une histoire à suivre. Maintenant, son collègue à la position de receveur de passe, Jalen Waddle, il est productif depuis que les Dolphins ont repêché. Puis est-ce que tu crois que ça va se poursuivre cette année? 1000 verges à chacune de ses 3 premières saisons. Le problème avec Jalen Waddle, c'est qu'il est souvent blessé. Il a des petits bobos par-ci par-match. Je trouve que c'est le spécialiste du joueur qui commence un match, qui quitte, puis qui revient, puis qui quitte, puis qui revient. Ça, Ouais, c'est au vrai, niveau hein? fantasy, c'est pas super bon.
Il a l'air fragile, Jalen Waddle, c'est un receveur numéro 29 au niveau fantasy, mais la question que je me pose, et pour Waddle et pour Hill, c'est que l'année dernière, on ne les ciblait pas. Toi, ciblait Jonnu Smith, ciblait Devon Achane avec des courtes passes pour des courts gains, des gains dans les zones médianes, disons, la saison dernière. Si on les cible davantage cette saison, je pense que Waddle et Hill peuvent connaître du succès. Justement, Jonnu Smith, on l'a échangé, Darren Waller et Samen. On en a parlé la semaine dernière. Je ne sais pas si j'ai hâte de voir tout ça. Là. Darren Waller, ça ne m'inspire rien de bon pour le moment. Mais comme on dit, on laisse la chance aux coureurs. On a peut-être un plan précis pour Darren Waller. On a fait l'acquisition de Nick Westbrook et Kinney aussi, avec les Titans l'année dernière, 9 touchés sur 32 catchs. C'était une efficacité tout simplement hors norme. Je ne sais pas s'il va pouvoir voler des ballons, mais je pense sincèrement qu'on va devoir cibler davantage nos deux receveurs étoiles. C'est ça qui m'inquiète. Est-ce que Tua va vouloir lancer dans les zones profondes, va vouloir aller voir Hill et Waddle, parce que c'est ça qui clochait l'année dernière. Est-ce qu'il va avoir le temps? Est-ce que la ligne à attaque va lui donner Euh, assez de temps afin de repérer ces deux rapides receveurs de passe? Alors, on va voir ça là, du côté des Dolphins. Il fut un temps où les Dolphins, justement, là, ils avaient plusieurs de leurs joueurs au sein des équipes Fantasy Football, des amateurs. Alors, on va voir cette année si ça va se poursuivre. On va se tourner maintenant du côté des Jets de New York. Les Jets, c'est un nouveau départ à New York. On a complètement fait le ménage à la suite de cette saison complètement désastreuse en 2024. Exactement, c'est le début de l'ère Aaron Glenn, pardon. On a également mis fin à l'expérience Aaron Rodgers et on a mis sous Ouais, contrat Justin fallait. Fields pour 2 ans. Oui, l'expérience, toute une expérience. Montagne russe d'émotions que celle d'Aaron Rodgers. Et on a mis sous contrat Justin Fields pour 2 ans et 40 millions de dollars, Didier. Tout d'abord, l'ère Aaron Glenn, on voit les arrivées, les départs. J'en ai parlé de Justin Fields et les départs. Aaron Rodgers, Hassan Reddick et Javon Kinlaw. Oui, ben c'est ça, on a tourné la page. Hein. Aaron Glenn, ça a été une des premières choses qu'il a fait lorsqu'il a été embauché. Il a eu une rencontre avec Aaron Rodgers, puis il lui a dit, écoute, il va juste avoir un Aaron ici à New York et ça va être moi. Lui, il voulait rien savoir de garder Aaron Rodgers, surtout que Rodgers, bon, essayait d'avoir son mot à dire. Aaron Glenn, on le voit, hein, il a porté les couleurs des Jets à l'époque, lors des années 90. Alors, c'est un retour à la maison d'une certaine façon pour l'ancien coordinateur de la défense des Lions de Détroit. Alors, est-ce qu'il va pouvoir amener une structure? Est-ce qu'il va pouvoir amener de la discipline au sein des Jets? Parce que ça, c'est quelque chose qui manquait lorsque Robert Saleh était l'entraîneur-chef. Moi, j'ai hâte de voir ça. On parle d'Aaron Glenn comme quoi que c'est un homme qui a beaucoup de leadership. Alors ça, ben, j'ai hâte de voir si ça, c'est vrai lorsqu'il va être entraîneur-chef. Parce que c'est une chose d'avoir du succès en tant que coordinateur défensif, mais c'en est une autre lorsqu'on devient entraîneur-chef. Mais pour l'instant, écoute, il est le chouchou, si on peut dire, des médias new-yorkais, ça, étant donné que c'est un ancien joueur de l'organisation. Mais ouais, j'ai hâte de voir ça. Puis aussi l'impact qu'il pourrait avoir du côté de la défense des Jets de New York. Donc, en tout cas, c'est une très bonne embauche sur papier. Maintenant, on va devoir attendre afin de voir les résultats sur le terrain. Mais au moins, ce que j'ai aimé, Aaron Glenn a imposé sa loi du côté de l'organisation des Jets. Dès qu'il est arrivé, il a dit, écoute, moi, je ne veux pas d'Aaron Rodgers. Et puis, on a tourné la page, on a fait le ménage. Même les amis d'Aaron Rodgers qui avaient au sein de la formation, les receveurs de passe qui n'étaient pas productifs, ils ne sont plus là. Alors, pour moi, ça, c'est un pas dans la bonne direction de la part d'Aaron Glenn. On semble avoir tourné le cirque en bureau de fonctionnaire, puis je pense que c'est pour le mieux côté des Jets. Mais si on parle de la défense, un petit mot sur la défense, je trouve que le problème là, l'année passée des Jets, c'est qu'on a beaucoup de bons éléments en défense. Je pense que la défense est à ça d'exceller, de retrouver ces lettres de noblesse qu'on avait il y a 2 ans. Je parle entre autres de Sauce Gardner qui a manqué vraiment de constance en 2024. Ça n'a pas été facile. La clé cette saison, pour moi, ce sera la performance des choix de premier tour de 2023 et 2022, Jermaine Johnson et Will McDonald. On a des gros éléments, des bons éléments en défense. On dirait qu'il manque juste un petit quelque chose là, pour que cette défense-là retrouve son statut élite.
Ouais, ça fait des années que l'unité défensive des Jets, elle est talentueuse. Lorsque tu la regardes sur papier, tu dis, ah ben ça, c'est une des bonnes défenses de la NFL, mais lors des moments importants, elle n'était pas au rendez-vous. On avait des ennuis contre la course. Donc, si tu veux être une bonne défense, ben, tu dois être en mesure d'arrêter le jeu au sol. Mais je suis content que tu mentionnes le nom de Sauce Gardner, parce que oui, il a connu une saison décevante, mais bon, écoute, il n'y a personne qui a connu une bonne saison du côté des Jets en 2024. Mais Gardner a le talent pour être un des meilleurs demi-coins de la NFL, en fait, en début de carrière. Il l'était avant la saison dernière. Alors, sous les directives d'Aaron Glenn, qui est lui-même un ancien demi-coin étoile, moi, je m'attends à toute une saison de la part de Sauce Gardner. Puisque moi, si je suis Aaron Glenn, je serais en train de saliver d'avoir la chance de coacher un joueur aussi talentueux que Sauce Gardner. Alors, Gardner, pour moi, il va rebondir en 2025. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. En tout cas, je vais être surpris s'il connaît une saison à l'image de sa saison en 2024. La grande question, c'est vraiment en attaque du côté des Jets et c'est Justin Fields parce que 6 carrières différents qui ont amorcé des matchs chez les Jets depuis l'an 2000. Et je sais pas, je pense que chez les Jets, on espère vraiment que Justin Fields sera un autre de ces quarts dans la lignée des Darnold, des Geno Smith, des Baker Mayfield qui ont connu une éclosion sur le tard. Ouais, ça doit faire plus que depuis l'an 2000, t'as dit. 6 carrières, tu veux Ouais, peut-être pas dire quoi. c'est ça ma note. Depuis 2000. Ah, 2000, Ouais, mais oui, 2020. Ouais, ouais, ok, ouais, ouais, c'est ça, 2020, j'allais pardon. dire. 6 carrières depuis l'an 2000, c'est pas beaucoup en 25 ans. Ouais, ok, depuis 2020, Ouais, ouais, ça a été ouais, le jeu ouais, de la ouais. chaise musicale, Excusez. hein. Ouais, ouais, ben, définitivement. Écoute, Justin Fields, il a la chance de relancer sa carrière. Euh, il avait gagné quoi? 4 départs avec les Steelers de Pittsburgh, 3, 4 départs l'année dernière au début de la saison avant d'être remplacé par Russell Wilson. Là, il va être réuni avec son bon ami Garrett Wilson. Mais Justin Fields, tout d'abord, on a amélioré la ligne à attaque du côté des Ouais. Jets. On devait le faire, hein, parce que Aaron Rodgers s'est fait tabasser, s'est fait brasser l'année dernière. Notre choix de première ronde, ça a été Armand Mambu de l'Université du Missouri, bloqueur à droite. Donc, la ligne à attaque devrait être meilleure du côté des Jets de New York. Ça commence par ça. Maintenant, Fields, je crois pas qu'il va devenir un grand passeur. Là, sa carrière, on sait qui il est. Il a des faiblesses en tant que passeur afin de lire le terrain. Sa prise de décision, des fois, elle est lente. Puis c'est ça qui mène à des revirements. Mais c'est tout un athlète. Alors, avec Aaron Glenn, qui est un ancien coordinateur en défense, Marc-André, les anciens coordinateurs en défense qui deviennent entraîneurs-chefs, généralement, ils aiment miser sur le jeu au sol, ok, afin de raccourcir la rencontre, afin de reposer l'unité défensive, de contrôler le temps de possession. Alors, moi, je crois qu'Aaron Glenn va essayer d'utiliser cette recette-là, puis ça fonctionne avec la force des Jets quand tu regardes le personnel du côté de l'attaque. Fields, avec ses talents de coureur, et ensuite de ça, avec le champ arrière, avec Breece Hall et Brendan Allen. Alors, je crois que ça va être ça la recette du côté des Jets en attaque. Et puis, Fields a un beau bras pour attaquer les zones profondes. Tu peux utiliser le play action, fin de jeu au sol, suivi d'une passe dans les zones profondes. Moi, c'est comme ça que je crois que l'attaque des Jets, je crois qu'elle va avoir l'air de ça. Mais Fields, c'est la dernière opportunité qu'il a afin de prouver qu'il peut être un carrière partant dans la NFL. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Faut pas oublier aussi qu'Aaron Glenn connaît quand même bien Justin Fields. C'est lui qui l'a choisi. À l'époque où il était le coordinateur défensif des Lions, il a planifié des plans de match contre Justin Fields qui était pour les Bears. Donc, pour moi, je pense Mm. qu'Aaron Glenn a une petite idée là, de savoir ce que Justin Fields pourrait lui donner à la position de carrière. Chose certaine, du côté des Jets, c'est qu'on ne s'est pas engagé. 2 ans, 40 millions. C'est un peu comme dire, vous allez au concessionnaire, vous prendre une voiture en location avec une possibilité de rachat après 2 ans. C'est un peu ça qu'on a fait du côté des Jets. Là. On peut même se débarrasser. Je pense que la dernière année du contrat de Justin Fields est assez malléable dans le cas des Jets. Donc, c'est vraiment une expérience qu'on fait pour 1 ou 2 ans. Et selon moi, si ça ne fonctionne pas cette saison, on va tenter de repêcher un carrière de concession au repêchage l'année prochaine. Mais chose certaine, Justin Fields dit au niveau des performances, là, le monde semble oublier que l'année dernière, il connaît de moins en moins de revirements saison après saison. Il s'améliore en tant que passeur également. Je dis pas que c'est le meilleur corps, que c'est Lamar Jackson, mais je dis que Justin Fields s'améliore au fil du temps. L'année dernière, il a vraiment pris davantage soin du ballon avec les Steelers.
Moi, je pense que les Jets, c'est peut-être à un ajout d'un receveur numéro 2, là, d'avoir une attaque vraiment potable, d'avoir une attaque intéressante là, dans la NFL. Et dans cette division-là, je pense que le deuxième rang de la division est à prendre là, entre les Dolphins, les Pats et les Jets. Donc, moi aussi, c'est peut-être à un Amari Cooper, un Keenan Allen, là, d'avoir une attaque qui, selon moi, va être assez respectable. Moi, il y a une chose qui m'a toujours dérangé de Justin Fields, c'est qu'en situation évidente de passe, il n'est pas capable de compléter une passe. Il n'est pas capable. Puis c'est ça. Puis en tant que carrière, ben justement, là, quand tu es en situation évidente de passe, je parle de troisième et long, tu dois être en mesure, c'est pour ça qu'on te paye là, ton gros salaire, là, c'est d'être capable de compléter des passes. Puis Justin Fields, c'est très laborieux. C'est souvent là qu'il est victime de revirements, où des passes sont très imprécises. Alors, est-ce qu'il peut s'améliorer lors de situations évidentes de passe? Il n'a pas démontré qu'il était capable de le faire depuis le début de sa carrière. Alors, on va voir si c'est là qu'il va finalement s'améliorer là, dans l'uniforme des Jets. Mais, généralement, je ne veux pas être prophète de malheur. J'aime bien Justin Fields, même s'il est limité en tant que passeur. Mais généralement, il n'y a pas de carrière qui va jouer pour les Jets et puis qui relance sa carrière. C'est plutôt là que la carrière se termine des carrières. C'est là que ça va très mal. Écoute, il y a un long historique de ça au fil des décennies au cours de l'histoire. Alors, je souhaite la meilleure des chances à Justin Fields, sincèrement, parce qu'on dit de lui qu'il est un travailleur acharné. Il est toujours très populaire dans le vestiaire en raison de sa personnalité. Ben ouf, il a toute l'histoire des Jets à la position de carrière contre lui. On a une question de Gab Lefebvre 24 via Instagram qui nous demande quelle sera la nouvelle saga des Jets en 2026. Ouais, je ne sais pas s'il voulait dire en 2025 pour la saison à venir. Ouais, ça doit Il être en avait écrit 2025. 2026, ouais, c'est ça. Quelle sera la nouvelle saga des Jets? Ben, peut-être Justin Fields, si ça va pas bien du côté de l'attaque des Jets, parce que je pense vraiment défensivement, c'est comme on vient d'en parler, il y a du talent du côté de la défense. Aaron Glenn est un ancien coordinateur. Mais c'est si du côté de l'attaque que ça va mal encore. Là, si Justin Fields ne commence pas bien la saison, peut-être que ça pourrait être là la saga du côté des Jets. Mais je crois sincèrement que j'espère, du côté de l'organisation des Jets, Marc-André, qu'on a compris là, qu'il faut éviter les distractions. Là. On ne peut pas avoir plein de distractions comme ça a été le cas lors des dernières années. Là. Est-ce qu'on peut juste s'en tenir au football du côté des Jets? Si on fait ça, déjà là, ça serait une victoire, là, selon moi. Je ne sais pas s'il va y avoir une autre saga cette année du côté des Jets parce que la chose qu'il fallait faire, Aaron Glenn le fait, c'est-à-dire imposer des balises, imposer un cadre à cette équipe-là. Je trouve qu'il y a un vent d'optimisme là, à New York en ce moment. Si j'avais à choisir un aspect, je dirais peut-être Hmm. que Breece Hall va bouder à un moment dans la saison. Pas connu une grosse saison l'année dernière, Breece Hall. Euh, a ralenti, ou en fait, depuis sa saison recrue qui était exceptionnelle, a vraiment ralenti. Là, c'est devenu un porteur de ballon. Donc, j'ai bien hâte de voir est-ce que Breece Hall va se faire ravir le poste de porteur de ballon numéro 1 par Braylon Allen. Ça pourrait peut-être créer des remous là, chez les Jets. Mais encore là, je pense qu'on va utiliser un comité, donc chacun va trouver son compte dans cette attaque-là. Mais ouais, peut-être que Breece Hall là, pourrait bouder, pourrait faire justement quelques vagues là, en 2025. Bon, on s'est débarrassé de la drama queen Aaron Rodgers, donc déjà là, ça diminue les chances qu'il y ait un roman savon, une saga du côté des Jets, mais ce sont les Jets, on verra, ils trouvent tout le temps là, des façons là, justement là, de devenir une saga dans leur histoire. C'est ça un peu l'histoire de la concession là, des Jets de New York. Effectivement, effectivement. Et si on regarde au niveau fantasy, Didier, Justin Fields, on a parlé de ses qualités de passeur ou Oui. de Mais, son mais leadership. avant, Oui, vas-y. le over-under Ah! des Jets, avant Marc-André. Excuse-moi. Alors, vas-y en premier pour l'over-under des Jets. Alors, selon les preneurs au livre, leur over-under a été établi à 5 victoires et demie. Alors, est-ce que tu crois que les Jets vont pouvoir justement avoir plus que 5 victoires, donc plus que 6 victoires là, dans le fond? Là? Je suis peut-être seul sur mon île, Didier, là, mais je feel la vibe chez les Jets. Je feel Aaron Glenn en ce moment et j'ai mis Hmm. plus. Et je pense même qu'on pourrait batailler pour le deuxième rang de la division, avoir 8.
voire 9 défaites, 8 voire 9 victoires, pardon. Avoir une fiche au-dessus de 500 du côté des Jets. On a une bonne défense qui, je pense, manquait juste un peu de retrouver sa confiance ou son swag, là, qu'on dit, en défense. Je pense qu'on a des éléments en attaque, Garrett Wilson, Justin Fields. Je pense que c'est des gars qui ont, on dit des playmakers, c'est des gars qui ont des habiletés certaines. Ça pourrait faire des flamèches sur le terrain. Je sais que les preneurs au livre sont très pessimistes envers les Jets cette saison, mais moi, je suis quand même assez optimiste. Je pense que 8, 8 victoires, ce serait atteignable pour eux. Ouais, on voit à l'écran, hein, 14 saisons consécutives sans participation en éliminatoire. Faut remonter à l'époque de Rex Ryan, la dernière fois qu'on a participé aux éliminatoires du côté des Jets. Là. Puis on utilisait une recette comme j'ai parlé tout à l'heure. Là. On misait sur une excellente défense. La défense des Jets à cette époque-là, elle était brillante. Puis en attaque, la formule de Rex Ryan, comme il disait, c'était ground and pound. Courir avec le ballon. Là. C'était ça qu'on faisait pour demander à Mark Sanchez de compléter quelques passes. Je crois que si on utilise le même plan de match, je sais que la NFL a grandement changé depuis, mais on pourrait connaître du succès parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a deux porteurs de ballon talentueux. Tu as parlé de Breece Hall. Bon, l'année dernière, ça faisait juste un an qu'il avait déchiré un de ses ligaments croisés antérieurs. Je pense qu'il va être meilleur cette année. Tout ça pour dire que je crois que les Jets vont gagner au moins 6 matchs. Donc moi, je vais dire plus en termes d'over-under pour la saison des Jets de New York. Bon, là, on va y aller du côté fantasy, du côté des Jets, parce que ça a été une déception l'année dernière, bien sûr, bon, avec toute la saga Aaron Rodgers et tout. Mais est-ce que tu crois qu'il y a un beau potentiel en termes de fantasy football du côté de l'attaque new-yorkaise? Mais Justin Fields, Didier, si je manque les carrières élites cette saison, les Burrow, les Allen, les Jackson, les repêchages ne vont pas comme je le souhaiterais. Je trouve que Justin Fields s'avère payant. Il est le camp numéro 12-13. En ce moment, je peux attendre et encore attendre pour repêcher Justin Fields. Et je pourrais peut-être jumeler un autre quart sur mon banc, un Dak Prescott, par exemple, qui est repêché quand même assez tardivement. Ça peut être un excellent duo. Donc, Justin Fields, parce qu'il est payant au niveau fantasy, j'en ai parlé tout à l'heure. Il court avec le ballon, il devient payant. L'année passée, là, Didier, avec les Steelers, il a été le quart numéro 7 pour les points par match. Dans le top 10 pour les points par match. Didier, Justin Fields est le meilleur exemple qu'au niveau fantasy et la réalité, c'est deux choses différentes. Parce qu'au niveau fantasy, il est très souvent dans le top 10 à la position de carrière. C'est un excellent quart. Pour les points par match, en 2023, il était le quart numéro 11. En 2022, le quart numéro 5 au total. Au niveau fantasy, c'est astronomique. Alors moi, je pense que Justin Fields, pour le fantasy, il est payant. Mais dans la réalité, ça demeure un quart très ordinaire, là, je l'avoue. Ouais. On parle de fantasy football, là, puis je suis d'accord avec toi. En raison de ses talents de coureur, ouais, il a un rôle de partant là, comme carrière en termes de fantasy football. Maintenant, Breece Hall, j'en ai parlé tout à l'heure. Tu t'attends à quoi là, du côté de Breece Hall? Souviens-toi, écoute, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans là, qu'il était choisi dans le top 5 des repêchages. Là, les choses ont changé. Est-ce que tu penses qu'il va retrouver la forme? Disponible en troisième ronde maintenant. Il est passé d'un top 5 overall, au total, au niveau fantasy, à un choix de troisième ronde. Il est encore jeune, Didier. Il a seulement 24 ans. Je pense qu'il peut rebondir adéquatement. Mais ce qui m'effraie, par exemple, on laisse planer qu'il y aura un comité là, du côté des Jets de New York avec Allen. Donc, pour moi, Breece Hall, j'ai bien hâte de voir encore là. Je pense que Breece Hall, c'est un cas de camp d'entraînement au mois d'août, voir comment tout ça se dessine, à quel point il est utilisé dans le champ arrière, est-ce qu'il est utilisé en situation de passe. C'est un bon porteur de ballon également en situation de passe, mais il échappait énormément de ballons. Et derrière, il avait un problème aussi d'échapper tout court. 15 échappés ou ballons échappés en situation de passe, c'est énorme pour Breece Hall. Il doit rebondir et je pense qu'il le sait. Encore là, mais il est encore jeune, il a un certain potentiel, Breece Hall. S'il traîne dans vos repêchages, donc on parle de choix de troisième ronde, mais s'il traîne jusqu'en quatrième, il peut s'avérer une excellente valeur au niveau fantasy. Ben, ça a souhaité, là, parce que Breece Hall était électrisant il y a 2 ans. J'espère qu'il va pouvoir retrouver la forme qu'il avait. Maintenant, Garrett Wilson. Ce receveur qui a toujours été productif depuis le début de sa carrière avec les Jets de New York. Peu importe qui est le cas arrière,
il trouve une façon de gagner 1000 verges, même si là, ça n'a pas été une grande de grande carrière avec qui il a joué. On le voit ici, là, l'année dernière, 101 réceptions tout de même. Alors, est-ce que ça va se poursuivre pour Garrett Wilson avec Justin Fields au poste de quart? Je le rappelle, les deux joueurs étaient coéquipiers avec les Buckeyes d'Ohio State dans les rangs universitaires. La chimie est indéniable, Didier, ça c'est sûr, mais on se rappelle, Garrett Wilson a connu un début de saison tout simplement fulgurant jusqu'à l'arrivée de Davante Adams, qui était la muse d'Aaron Rodgers. Alors Fini là, on a ça, là, c'est commencé à... fini ça. On a commencé à moins l'utiliser. Il a commencé à être vraiment fâché. Là. Il était sorti dans les médias qu'il voulait même demander d'être échangé là, si c'était pour continuer ainsi. Chose certaine, c'est qu'Aaron Glenn a dit à propos de Garrett Wilson, "Give him the ball as much as possible." Donc, on reconnaît le talent de Garrett Wilson. 3 saisons de 1000 verges, c'est pas rien. Il est un receveur. Il a terminé au 11e rang l'année dernière là, à la position de receveur quand même, malgré la venue de Davante Adams, qui est venu vraiment couper dans les ballons dirigés vers lui, dans ses cibles. Je pense que c'est une bonne valeur, Garrett Wilson, en ce moment au niveau fantasy. On le repêche en 3e, 4e ronde. Et c'est pas une question de talent dans son cas, et c'est même pas une question de chimie maintenant avec Justin Fields. C'est vraiment une question d'opportunité. Est-ce qu'il aura assez de ballons dirigés vers lui pour connaître du succès? Ah, écoute, moi, Garrett Wilson, je suis un fan de lui. J'aimerais tellement ça le voir jouer avec un carrière étoile. Je me disais qu'avec Aaron Rodgers, il allait, justement, là, c'était son opportunité. Malheureusement, bon, Aaron Rodgers n'était plus le joueur qu'il était à l'époque à Green Bay. Mais en tout cas, ben, j'aime ça, les propos que tu viens de mentionner d'Aaron Glenn, qui dit qu'il faut lui remettre le ballon le plus souvent possible. En tout cas, ça, c'est très intéressant en termes de fantasy football pour les gens là, qui envisagent de repêcher Garrett Wilson. Ben écoute, maintenant, on va se tourner du côté des Bills de Buffalo, la crème de la section S de l'association américaine. Comme tu l'as dit au début de l'épisode, les Bills qui vont tenter de terminer au premier rang de la division pour une 6e saison consécutive. À commencer maintenant par l'attaque, Josh Allen, on le sait, hein, ça sera court comme discussion. Elle est formidable, l'attaque des Bills. Il est formidable, Josh Allen. Il est un homme marié maintenant, Josh Allen également. Euh, donc, Oui, il a à changé son Ellie statut. Samfield. Exact. Il a changé son statut matrimonial. C'est la grosse nouvelle là, de l'entre-saison pour Aaron Rodgers, pour Josh Allen, pardon. Il a signé également une prolongation de contrat de 6 ans pour 330 millions. Ça l'aide à payer le mariage, comme on dit, pour Josh Allen. Mais vraiment, Un peu, j'ai ouais. le goût de te lancer. Et j'ai le goût de lancer vraiment sur la question de Danny Fortin d'entrée de jeu qu'on a reçu via Instagram. Est-ce que tu crois que Josh Allen a présentement le meilleur groupe de receveurs de sa carrière, Didier? Hmm. Je dirais que non. Je dirais que non, parce que où est ton gros receveur numéro 1 du côté des Bills? C'est qui? Hmm. C'est qui, Marc-André? Parce Écoute, qu'on avait Keon Stephen Coleman, Diggs. Khalil Shakir, c'est ça. Il n'y a pas de Stephon On Diggs, a c'est de. ça le point. C'est ça, exactement. Donc, je dirais que non. Puis ça, c'est quelque chose pour l'équipe en général des Bills de Buffalo. Quand tu regardes les Bills, où sont les super vedettes? Dans ton carrière, Josh Allen, qui est Superman, on le voit ici en train de voler justement dans les airs, en inscrivant un toucher dans la neige de toute beauté. Mais, mis à part Josh Allen, quand tu regardes aux autres positions, où sont tes joueurs d'impact? Puis on a une bonne équipe à Buffalo, là, OK? On s'entend, on a une très bonne équipe. Mais où sont tes super vedettes? C'est ça qui manque du côté des Bills, j'ai l'impression. Autant en attaque qu'en défense. T'as pas un super chasseur de quart. On avait mis sous contrat à Von Miller il y a quelques années. Mais Von Miller était rendu au bout du rouleau, il a peu d'impact. En plus de ça, il s'est blessé. Mais t'as pas un chasseur de quart hors pair. T'as une bonne ligne défensive. T'as Greg Rousseau, qui est je le prendrai dans mon équipe demain matin. Mais t'as pas un grand chasseur de quart. Là, bon, on va parler de Max Watterson un peu plus tard, qu'on a repêché en première ronde à position de demi-coin. Mais c'est ça, tu sais. T'as James Cook, qui est un excellent porteur de ballon, mais c'est ça qui manque, on dirait, du côté des Bills. Tu sais, t'as beaucoup de B, B+, mais où sont tes joueurs A, A+? Mis à part Josh Allen, t'en as pas. On a mis sous contrat le receveur canadien Josh Palmer, qui était avec les Chargers depuis le début de sa carrière. Encore là, on parle d'un joueur peut-être B-, Mhm. B, mais pas d'un receveur A+.
Oui, c'est vraiment ça. Tu sais, on a mis sous contrat Joey Bosa, vétéran, contrat d'1 an seulement. Mais c'est quoi, Joey Bosa, il s'est blessé déjà là, lors de la saison morte. Il est constamment blessé à ce stade de sa carrière. Il est vraiment pas fiable, Joey Bosa. Michael Hart, au niveau de la ligne défensive, a fait d'ajouter de la profondeur. Un très bon joueur de ligne défensive. Encore là, est-ce que c'est un joueur étoile, un joueur d'impact nécessairement? Non. Donc, c'est ça du côté des Bills. Ça, c'est pour répondre à la question de Danny Fortin. Non, je crois pas que c'est le meilleur groupe de receveurs de passe depuis que Josh Allen est à Buffalo. Mais on a une bonne équipe, mais c'est ça. Peut-être que ça explique pourquoi les Bills sont pas capables d'accéder au Super Bowl. Tu sais, si on avait un autre joueur étoile là, afin de donner un coup de main à Josh Allen, peut-être c'est juste ça qui manque. Parce qu'on a une bonne ligne à l'attaque. Mais là, tu veux absolument parler de la défense. Ouais. Parlons-en parce que je pense que c'est vraiment le point focal là, des Bills. Est-ce que la défense va tenir le coup cette saison? En 2024, on a été au dernier rang pour les pressions appliquées sur le corps. On alloue à l'adversaire aussi. En troisième essai, l'adversaire a converti 43 du temps. C'est le pire rendement dans la NFL. On avait vraiment des trous en défense. Euh, la défense l'année dernière, on a réussi 32 revirements. C'est le meilleur différenciel dans la NFL. Ça a masqué un peu les carences qu'on avait en défense du côté des Bills. Tu as parlé de Joey Bosa qui est blessé. Tu as parlé de Michael Hart qui va être suspendu pour les 6 premiers matchs. Et on a également Larry Ogunjobi qu'on a signé qui est également suspendu pour les 6 premiers matchs. Donc, ça met beaucoup de pression sur des gars comme Landon Jackson, qui est notre choix de troisième ronde cette année, DJ Sanders, qui est notre choix de deuxième ronde cette année, qui sont des recrues. Donc, j'ai bien hâte de voir si justement encore là, est-ce que la défense va tenir le coup? Est-ce qu'on a vraiment. Le problème est sur la ligne défensive. On n'a pas encore vraiment de chasseur de corps. Où on s'en remet à un potentiel, à des recrues. Ça, je pense que ça peut. Honnêtement, peut-être qu'en saison régulière, ça ne changera pas grand-chose, mais c'est rendu au mois de janvier que peut-être que là, on va voir que les Bills vont peut-être encore une fois rater le bateau. Là. Ouais, parce qu'on est chanceux du côté des Bills. Hein. On fait partie bon, de la section S de l'américaine. C'est une section qui est faible, mis à part Buffalo. À tous les ans, c'est la même chose à l'époque où les Patriots étaient dominants. Le reste de la division n'était pas très relevé. Mais les statistiques que tu viens de mentionner, ça reflète ce que je disais. T'sais, le fait que justement, on n'a pas de joueur d'impact, on n'a pas un chasseur de quart hors pair, un joueur qui fait en sorte que tu es obligé de planifier. Durant la semaine de préparation, tu dis, écoute, ce chasseur de quart-là, on peut pas, on doit le doubler parce qu'on peut pas le laisser justement faire pencher la balance du côté des Bills. Tu as parlé de la situation en troisième essai de la défense des Bills. Ben c'est ça, c'est pas capable de générer de la pression. C'est pas des joueurs qui peuvent gagner leur bataille à 1 contre 1. Ben, c'est ça. À un moment donné, ta tertiaire peut pas couvrir pendant 5, 6 secondes. Alors oui, c'est bien beau les revirements, mais d'année en année, est-ce qu'on va provoquer 32 revirements encore une fois cette année? Tu sais, d'année en année, tu ne peux pas nécessairement te fier là-dessus, même si on met l'emphase du côté de la défense des Bills sur provoquer des revirements, mais ça ne veut pas dire que tu vas être en mesure d'en provoquer autant. Alors, si on n'est pas en mesure de provoquer autant de revirements qu'on l'a fait en 2024, là, cette défense-là pourrait être plus exposée. Tu as parlé de Landon Jackson qu'on a repêché en troisième ronde. Choix première ronde, ça a été Maxwell Hairston, demi de coin, produit de l'université du Kentucky. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais, tu sais, tout ça, je pense que ça explique pourquoi les Bills sont pas capables, justement, de vaincre les Chiefs en éliminatoire, qui passent près de participer au Super Bowl, mais à chaque fois, ils perdent en finale d'association ou plutôt lors des éliminatoires. Écoute, moi, du côté des Bills, on a une équipe, là, on a une attaque dominante. Moi aussi, je trouve que faut que la défense élève son jeu d'un cran. Tout ce qu'on veut chez les Bills, tout ce qui nous manque, en fait, c'est du succès au mois de janvier, au mois de février. On a une fiche de 0-4 contre Patrick Mahomes en éliminatoire, j'ose le rappeler. Est-ce que ce sera suffisant, toutes ces additions-là, ces ajouts-là, pour battre Patrick Mahomes en éliminatoire? C'est ça l'objectif des Bills cette saison, Didier. Et encore là, je demeure perplexe là, à ce niveau-là. Ouais, faut pas oublier les Ravens hein, au sein de l'américaine.
Ouais. Faut pas oublier les Ravens de Baltimore. Oui, les Bills ont été en mesure d'éliminer les Ravens de Baltimore, mais ça n'avait pas été des revirements, naturellement. Bon, passe échappé de Mark Andrews, on s'en souvient, mais Lamar Jackson qui avait été victime de revirements en première demi. On aurait pu perdre ce match-là également du côté des Bills de Buffalo. Donc, c'est ça pour les Bills. Est-ce que c'est l'année où ils vont finalement participer au Super Bowl? C'est la question que les partisans des Bills n'arrêtent pas de me demander pratiquement toutes les semaines sur les réseaux sociaux. Je suis obligé de dire non, que je crois pas que ça va être l'année où justement les Bills vont être capables d'accéder au Super Bowl à cause de qu'est-ce qu'on vient de discuter, mais j'espère que je me trompe, parce que j'aimerais ça voir les Bills de retour au Super Bowl pour la première fois là, depuis les années 90, lorsqu'on avait perdu 4 Super Bowls de suite. Imagine-toi, ça fait mal juste de le dire. Mais non, j'ai hâte de voir ça, mais je pense que le manque de joueurs vedettes, le joueur d'impact, c'est quelque chose qui rattrape les Bills en éliminatoire. Effectivement, si on regarde maintenant le total de victoires qu'on prévoit aux Bills pour la saison 2025, il est à 11,5, Didier. Donc, Hmm. on prévoit une bonne saison et avec raison aux Bills encore une fois, là. Oui, absolument, parce que bon, lorsqu'on regarde la division, je pense que les Bills, sur papier, sont la meilleure équipe de la division et ils misent sur le meilleur joueur de la division S de l'américaine, en Josh Allen, joueur par excellence de la NFL la saison dernière. Mais encore une fois, est-ce que durant la saison morte, on s'est assez amélioré pour croire qu'on peut accéder au Super Bowl? J'ai mes doutes, mais pour répondre à la question, 11 victoires et demi pour les Bills. Je vais dire oui. On va finir 12-5 du côté de Buffalo. Alors oui, je vais dire que c'est plus que 11 victoires et demi pour les hommes de Sean McDermott. Moi aussi, j'ai les ai mis à 13 victoires, donc je vais dire plus. Je Mm. pense, comme tu as parlé de la crème, je pense qu'on va poursuivre là, cette hégémonie qu'on a sur la division Est de l'américaine en 2025. Ben écoute, parlons du portrait fantasy des Bills de Buffalo. Ça commence naturellement avec Superman, Josh Allen. Écoute, je ne sais pas quoi vous dire de Josh Allen. Si vous pouvez repêcher Josh Allen, faites-le. C'est un peu ça. Il est le quart numéro 2 l'an dernier. En fait, c'est pas le fait de repêcher Josh Allen, de le faire, c'est plus l'endroit où le faire. C'est ça qui est beau avec le fantasy. Présentement, Josh Allen, c'est un choix de deuxième ronde, troisième ronde. Il est le premier ou le deuxième quart avec Lamar Jackson à sortir dans vos repêchages fantasy. Il sera assurément le premier ou deuxième quart à sortir dans vos repêchages. Est-ce que le jeu en vaut de la chandelle? Mais tout porte à croire que oui. Écoute, Didier, sa moyenne de 22,2 points fantasy par match en carrière, c'est la meilleure dans l'histoire de la NFL. Je comprends qu'on joue Wow. peut-être pas au fantasy dans le temps de, Johnny Unitas. de Terry Bradshaw, ouais, c'est ça. Mais quand même, la meilleure dans l'histoire. Donc oui, si on suit à sa carrière ou à sa moyenne en carrière, il vaut vraiment, le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. Il est une double menace également, beaucoup de touches au sol, c'est ça qui est payant dans le cas de Josh Allen. Il a une excellente ligne à l'attaque, elle a été classée 5e l'année dernière selon PFF, là, Pro Football Focus, qui justement classe les lignes à l'attaque. Donc, pour moi, Josh Allen, quoi dire de plus? Si vous pouvez repêcher, je pense que si vous êtes rendu en troisième ronde de votre pool fantasy, puis Josh Allen n'est pas encore sorti, je pense que rendu là, ça serait un bon pari là, de ramasser un quart de sa tranche. Maintenant, James Cook partage le champ arrière des Bills, bien sûr, avec Josh Allen. L'année dernière, écoute, il a été le meneur de la NFL au chapitre des touchés au sol. Est-ce que tu penses qu'il va reproduire ça? Là? C'est difficile là, d'être aussi productif en termes de touchés par la course. Il a inscrit son ratio de toucher par portée ou par opportunité était à 7,5. Pour vous donner une idée, c'est énorme. C'est insoutenable selon moi. On peut parier sur une régression. 18 touchés, tu en as parlé en 2024, avec 42 opportunités, une opportunité de moins en 2023. Il a terminé comme porteur de ballon numéro 11. Il avait terminé au 15e rang en 2023. Donc, moins de portée, mais un meilleur rendement fantasy. C'est quand même intéressant. Je dis qu'il va y avoir une régression, mais je ne dis pas que James Cook n'est pas un bon choix, n'est pas un bon porteur de ballon. Je pense que au rang où ce qu'on sélectionne en ce moment, en quatrième, cinquième ronde, on sait que les Bills, avec Joe Brady maintenant,
on se tourne vraiment sur le jeu au sol. On est vraiment efficace au sol, davantage même au sol que par les jeux aériens, spécialement dans la zone payante. Donc, je pense que James Cook est un bon choix, un choix sûr. Je pense qu'il a un excellent plancher. Même s'il diminue ses 18 touchés, disons, à 10 touchés, vous allez rentabiliser sa sélection assurément si vous le repêchez en 4e ou 5e ronde. Et tout à l'heure, tu as mentionné le nom de Keon Coleman. L'année dernière, c'était sa première année. Il était un joueur recru, c'est un produit des Seminoles de l'Université de Florida State. Alors, est-ce qu'on va citer une progression de Coleman qui a eu quand même certains bons moments au cours de sa saison recrue? Si j'avais été dans un pool PPR avec vous, je vous aurais parlé de Khalil Shaker. Je pense qu'en format PPR, Khalil Shaker, l'année passée, a obtenu 100 attrapés. Je pense qu'il va être le receveur le plus payant des Bills en format PPR. Mais je suis intrigué en format standard par Keon Coleman, le choix de deuxième ronde des Bills la saison dernière. Il est le receveur numéro 53 en ce moment, pratiquement gratuit dans les repêchages fantasy. Lors des semaines numéro 7 et 8 l'année dernière, on a vu une certaine éclosion dans son cas, une moyenne de 15 points fantasy par match lors de ces 2 semaines. Il s'est blessé au poignet par la suite et à la main, ce qui a vraiment ralenti sa progression et sa fin de saison. Je pense que s'il est en santé, c'est un receveur talentueux. On l'a vu parfois avoir des beaux flashs avec Josh Allen par moment. Je pense qu'il pourrait connaître une belle éclosion, là, une belle progression en 2025. Et je pense qu'il pourrait. On parlait de sleeper, de joueur sous le radar. Je pense que Keon Coleman a le potentiel, en tout cas, d'être le meilleur receveur là, chez les Bills de Buffalo en 2020. Ah, je ne sais pas si tu as vu, il y a quelques semaines, j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux. Il y avait un match de basketball là, pour une œuvre de Ouais. charité. Puis Keon Coleman, lui, écoute, il jouait comme si c'était le 7e match de la finale de la NBA. Il a marqué 61 points. Puis c'est un ancien joueur de basket à l'université. Au début de sa carrière universitaire, il jouait au basketball aussi. Puis là, lui, il prenait ça vraiment au sérieux, en train de dunker, de réussir des tirs de 3 points. En tout cas, j'ai trouvé ça drôle. Il était tellement intense. Non, j'ai pas vu ça, mais écoute, on aime ça voir ça. Dans le sens que peu importe, tu sais, lorsque tu pratiques un sport, tu peux le jouer à plein régime, tu veux le jouer à 100%, tu veux le jouer intensément. Je pense que c'est bon augure. Si ça peut se transposer maintenant sur le terrain de football, écoute, ce sera juste les Bills qui vont en sortir gagnants, selon moi. Ah, écoute, c'est un compétiteur en tout temps, Keon Coleman. Exact. Il n'y a aucun doute là-dessus. Là. Je te dis, il dunkait, c'est incroyable. Écoute, on va maintenant répondre à la dernière question qui nous a été envoyée. C'est de Gabriel Turcotte. Il nous a envoyé ça via Instagram. Puis il nous demande, Marc-André, est-ce qu'on croit en la possibilité de voir 2 équipes de la division Est de l'Association américaine participer aux éliminatoires? Je vais te laisser y aller en premier. Est-ce que tu crois qu'il y a une deuxième équipe après les Bills qui pourra se qualifier pour les matchs d'après-saison? Je ne sais pas si on veut montrer le tableau également du fameux Power Ranking là, des prédictions des preneurs au livre pour la saison 2025. Moi, je pense que non. Je pense que les Bills vont être l'unique équipe en éliminatoire en 2025. Je pense qu'on va avoir une belle progression du côté des Pats, des Jets. Je pense qu'on va avoir une régression du côté des Dolphins. Mais en termes de progression, je pense pas que ce sera suffisant pour participer aux éliminatoires là, pour les Jets et les Patriots. Ouais, j'ai oublié de remercier Gabriel pour la question qu'il nous a envoyée. Je suis d'accord avec toi, je vois ça de la même façon, moi aussi. Je crois que les Bills sont la seule équipe de la division qui va participer aux éliminatoires. On n'est pas rendu là encore du côté des Patriots. On en a parlé en long et en large tout à l'heure. C'est la même chose du côté des Jets. Puis moi, je m'attends vraiment pas à une bonne saison du côté des Dolphins. Je les ai choisis pour afin de terminer au dernier rang de la division. Ça, c'est mon power ranking. C'est pas des preneurs au livre. Peut-être que je pourrais m'improviser, preneur au livre. Mais oui, c'est mon power ranking de la division. Excuse-moi. Les Dolphins, pour moi, là, j'ai choisi dernier. À chaque semaine, Marc-André, j'en ai parlé avec Renaud. Il y a des histoires qui sortent. Puis tout ça, ça reflète du manque de discipline au sein de l'organisation, comme quoi que les joueurs ne prennent pas au sérieux Mike McDaniel. Ça va mal finir à Miami. Bref, les Bills vont donc terminer en tête de la section pour une 6e année de suite. Je crois que, bon, c'est pas se mouiller vraiment de dire ça, à moins qu'il arrive quelque chose, une malchance à Josh Allen, ça devrait être le cas. Quelle année la dernière victoire des Dolphins en éliminatoire, Didier? 2000. 2000. 2000.
2000. Ça se Je passera me pas. souviens, chez mon ami Jasmin, j'avais regardé le match. On regardait le match. Lui était un partisan des Colts et Peyton Manning. Puis les Dolphins, à cette époque-là, les Colts faisaient partie de la section Est américaine. Et c'est ça. Alors, les Dolphins avaient éliminé les Colts. Puis j'oublie le nom du porteur de ballon des Dolphins. Est-ce que c'est Lamar Smith? Lamar Miller? Parce qu'il avait gagné. Lamar Miller, peut-être? Ou Lamar Miller, c'est pas après. En tout cas, je me souviens. Son prénom, c'est Lamar, il me semble. Mais il avait gagné 200 verges lors de cette rencontre-là. Il avait gagné 200 verges au sol. Ouais. Il avait connu tout un match. Puis la semaine d'après, je Google. Il avait rien fait, là, puis les Dolphins s'étaient fait éliminer la semaine suivante. Lamar Smith, ta mémoire ne fait pas défaut. C'est ça, Lamar Smith. Ouais, ça a 25 ans quand même. Hey, écoute, j'étais à l'université à cette époque-là. L'an 2000, la disette va se poursuivre. On avait, non, ça c'est clair, ça va se poursuivre du côté des Dolphins, ça, je pense. Il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, ben écoute, Marc-André, on a fait le tour de la section S de l'Association américaine. Écoute, je te remercie de ta contribution, puis on remercie aux gens qui ont regardé l'épisode ou qui l'ont écouté. On espère que ça vous a plu. Alors ça, c'était notre premier avant-goût d'une division de la NFL en vue de la saison 2025. Alors, le premier avant-goût de 8. Alors, ça va se poursuivre la semaine prochaine. Et on a bien sûr également l'épisode régulier du podcast où on parle des Alouettes, de Fantasy Football et des actualités de la NFL. Alors, 2 épisodes par semaine pour vous d'ici au début de la saison de la NFL. Alors, j'espère que vous appréciez les efforts qu'on met. On fait ça pour vous. Alors, écoutez, je vous souhaite de passer une très belle semaine. On vous reparle la semaine prochaine.